Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un très beau week-end. On se retrouve pour notre traditionnel rendez-vous, le gros point Ligue 1 du dimanche soir, avec le débrief, cette 7ème journée. Ma foi, c'était pas mal du tout, on a eu de belles surprises, on a un classement qui se resserre un petit peu en haut, on a beaucoup de choses à dire, il y a tous les matchs, j'ai pu voir, franchement gros week-end Ligue 1, et c'était assez intéressant, pertinent, palpitant. En tout cas, on est ensemble pour, comme d'habitude, une bonne heure et demie, histoire de survoler ce championnat et voir ce qui s'est passé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vois qu'il y a déjà les habituels dans le chat, hein. Il y a Thibaut, il y a JP Flaco, ça parle de Lucas Chevalier. Oui, il va falloir qu'on évoque Lucas Chevalier qui malheureusement est un petit peu passé à côté de la frappe, hein, d'Mbappé, parce que un gardien de son niveau normalement doit la sortir, doit au moins pouvoir la détourner, la capter, pourquoi pas, mais franchement c'est sûr que c'est pas c'est pas évident comme situation. Et sinon on a aussi du Hugo SSE, encore un sacré match de Boadi. Ouais, c'est vrai que Boadi, la semaine qu'il vient de faire, alors on va parler de la semaine de Nuno Mendes parce que là c'est une semaine, ça mérite son étoile sur Hollywood Boulevard, mais là franchement ce qu'il vient de nous faire le Nuno, c'est extrêmement costaud, c'est juste très fort. Enfin, il y a déjà, je pense que le mercredi soir on a été très élogieux. Là, à l'entrée, on s'est dit ok, maintenant il se met à mettre des coups francs comme ça à 25 mètres, facile, pleine lucarne, tranquille. Je vois que j'ai aussi Soso Chat, la modératrice, qui est là, qui vous demande évidemment comment vous avez passé votre soirée. Je vois que j'ai pas mal de Strasbourgeois avec Bensky, Brandon qui dit belle journée pour l'anniversaire du paternel, je l'emmène à la Mano, petit 5-0. Bah voilà, ça c'est vraiment le scénario parfait pour faire plaisir aux darons. Et c'est vrai que on verra évidemment le calendrier après la trêve. Et oui, les amis, on va se quitter pendant 2 semaines. Juste le point Ligue 1, évidemment, on se verra en stream pour d'autres choses. Mais la Ligue 1, voilà, on referme la parenthèse pour 2 semaines. Place à l'équipe de France, à la trêve internationale. Mais moi, comme vous le savez, je trouve qu'il y a des bonnes choses dans les trêves internationales. Même si c'est une Ligue 1 que je trouve très intéressante. Et je pense qu'on va avoir un gros suspense en haut. Est-ce qu'il y aura course au titre ? Je ne sais pas. J'espère en tout cas. Ce serait très bien qu'il y ait une course au titre pour toujours donner de l'intérêt à la Ligue 1. Je pense que la Ligue 1 est plus forte quand tu as au moins un Marseille ou de temps en temps un Lyon en Monaco qui peuvent suivre le rythme, voire le LOSC qui est le dernier champion hors PSG. Mais tu vois, il y a aussi des qualifications en Afrique. Enfin, on va connaître pas mal de mondialistes, là je crois, lors des 2 prochaines semaines. Donc ça va être bien chouette comme histoire. Et retour de trêve, qu'est-ce qu'on a vendredi soir, comme ça, 20h45, le premier match, Strasbourg-PSG. Franchement, ça va être très bien. On verra si le PSG récupérera quelques blessés, mais surtout ce Strasbourg-là, que je vois quand même un petit peu monter en puissance, même s'ils ont perdu la semaine dernière contre l'OM, ils avaient fait un match quand même intéressant. Et là, c'est vrai que le 5-0 contre Angers, la victoire en Coupe d'Europe, je retrouve un peu plus du Rosenior Ball, si je puis dire, qui était vraiment très énergique, très intéressant. Là, j'ai l'impression que petit à petit, on remet une pièce dans la machine. Et là, je vois évidemment qu'il y a aussi des supporters de l'OM qui me demandent, voilà, est-ce que l'OM joue le titre, voilà, est-ce qu'on y est, l'OM me fait pleurer de joie. Bah tant mieux, moi je trouve que je suis content pour les supporters marseillais parce que leur équipe, elle a de l'allure, leur équipe a surtout une sacrée profondeur de banc, leur équipe a un très bon coach, il y a eu un gros mercato, et c'est vrai que cet OM là, ça va dans le bon sens. Je trouve qu'ils sont largement de quoi terminer top 3, et maintenant c'est quel type de top 3 ? Est-ce que c'est un top 3 où tu fais des bons coups mais t'es pas assez régulier par rapport à PSG, ou est-ce que tu vas essayer de titiller le PSG en sachant évidemment que si tu ne gagnes pas le titre c'est pas un scandale, mais moi je préférais toujours avoir un OM ambitieux, et ça fait longtemps, c'est vrai qu'on les a pas vus rejouer un titre comme ça. Donc est-ce que cette année c'est la bonne ? C'est tellement compliqué parce que le PSG, encore une fois, quand il va y avoir les retours de blessures, là ils ont encore un point d'avance, mais là c'est dire qu'avec même leur équipe C, parce que quand tu vois le milieu de terrain de ce soir sur le papier, tu te dis mais enfin le LOSC, ils avaient un coup à jouer et finalement ils prennent qu'un point. Ça dépend comment tu le vois. Mais l'OM, ouais, ils ont les armes pour refaire de belles petites choses en Europe et en Ligue 1. Après, je veux voir aussi la CAN parce qu'il y aura quelques absents. Enfin, c'est toujours la même histoire, hein. L'enchaînement, au bout d'un moment dans la saison, il va épuiser pas mal de monde. Mais là, De Zerbi, il l'a dit en conférence de presse après Metz, hein, c'est sa meilleure période en tant que coach à l'OM. Et c'est vrai que tu prends tout ce qui s'est passé depuis le retour de septembre et de la dernière trêve, que ce soit Lorient, le Real, le PSG, l'Ajax, Strasbourg et la Metz, bah c'est franchement très intéressant. Victoire facile à Montpellier pour nous. Ouais, j'ai vu que Saint-Étienne s'était imposé avec un but de Zorico et une entame de match assez folle. Et Saint-Étienne qui s'est bien remis la tête à l'endroit après sa défaite à la maison contre Guingamp. Donc bravo à eux. Et dans le même temps, rions de l'affreux OL. Bah, l'OL, en vrai, ils peuvent gagner tous leurs matchs 1-0 comme ça, un peu
en fermant à double tour, en proposant quelques belles séquences, parce que le premier but inscrit par Fofana, ça vient d'une séquence, une sortie de balle, 9 passes consécutives avec une de touche et beaucoup de jeux en triangle très malins pour amener Satriano sur le côté droit à ce superbe centre. Donc le but est très beau, mais après tu savais que l'OL ne méritait pas forcément de gagner à Lens, ne méritait pas forcément de gagner à Lille, que ça a été ric-rac sur pas mal de matchs. Ce soir, ça tourne pas en ta faveur. T'as eu un peu de réussite au début, là t'en as un peu moins. Je pense que c'est justifié de voir l'OL se faire rattraper, parce que finalement, même si défensivement t'es très costaud, au bout d'un moment, offensivement, dans les 30 derniers mètres, ça va te manquer quelque chose. Non, je dis pas que ça parle de hold-up à Lens, je dis juste que je pense qu'à Lens, la première journée, le match nul aurait été équilibré, parce que Lens fait une grosse deuxième période et que Lyon a l'avantage sur la première, et la deuxième par contre c'est vraiment en souffrance. Donc tu vois, il n'y a pas de braquage absolu, mais l'OL s'en sort bien, l'OL s'en est bien sorti depuis le début de saison, l'OL a aussi eu des scénarios un petit peu contraires à l'image de Rennes, mais tu imagines, quand tu prends l'ensemble du début de saison, le Capharnaüm, Textor, la DNCG, pas de mercato, et que tu es à 5 victoires en 7 matchs et tu es à 2 sur 2 en Europa League, franchement c'est un très bon début de saison pour l'OL, faut pas le banaliser, et ce sont des points que tu as pu apprendre, et maintenant dans une course à l'Europe par rapport à d'autres équipes type Rennes, peut-être Lille, tu vois, ou même Monaco, voire Nice, t'es bien loti, ouais, t'es pas mal. Du coup, je pense qu'on va pouvoir aller petit à petit, les amis, sur notre débrief. Ouais, du coup, il se passe quoi si Nuno Hakimi se blesse ? Écoute, je pense qu'on avait déjà la meilleure paire de latéraux au monde en ce moment, et on sera pas loin d'avoir la meilleure paire d'ailiers, parce que Nuno Mendes, je serais curieux. Tu sais, sur Football Manager, des fois, tu peux tester des trucs et genre faire une saison avec Nuno Mendes, ailier gauche, voir son rendement, parce qu'il a vraiment des qualités athlétiques qui sont hors normes, et ça en fait un très très bon latéral, mais de plus en plus par rapport à son jeu offensif. Je me demande, après, c'est un joueur qui aime bien quand même prendre plusieurs mètres, tu vois, qui aime bien avaler des espaces et partir de son camp. Donc peut-être qu'en tant qu'ailier, il n'aurait pas cet élan qui lui apporte beaucoup de bonne chose, et que ça en fait un joueur un peu incontrôlable pour l'adversaire. Mais quand je vois sa progression dans les 30 derniers mètres, sa manière d'être aussi juste, je me dis que Nuno Mendes, ce serait un bien meilleur ailier que certains non, quoi. Donc le joueur est quand même assez dingue, quoi. Du coup, les amis, on y va pour notre petit débrief Ligue 1, en rappelant évidemment les scores. Donc le PFC s'est imposé contre Lorient, l'OM a dominé Metz 3-0, 1-0-0 Brest-Nantes, 2-1 la victoire à dernière minute de Lens, et ça va être peut-être un tournant pour le Lens de Pierre Sage d'aller s'imposer comme ça dans la douleur à Auxerre. L'OL, du coup, la grosse surprise qui se fait surprendre à domicile par Toulouse en fin de match. L'OL qui menait 1-0, je crois, à la 87e, donc scénario un petit peu douloureux. Le Havre qui partage les points avec Rennes, le Rennes d'Abibay qui menait pourtant 2-0, et attention, je pense que le débrief va pouvoir être encore un peu salé. Le Monaco-Nice de partout également. Alors là, le match, je sais pas si vous avez suivi, mais le match est parti en tous les sens. Il y aurait pu avoir 3-4 pénaltys en plus. Je pense que Delageau, il était tellement généreux, il aurait pu siffler à chaque contact. Donc c'est un petit peu parti dans n'importe quoi. Le carton, c'est pour Strasbourg qui domine 5-0 Angers. La réalité rattrape malheureusement Angers, parce que tu as eu un bon Hervé Kofi, mais quand la défense tient pas, t'as plus grand chose au score malheureusement. Et tu as donc le LOSC qui va chercher ce point contre le PSG, mais un match un petit peu particulier, une compo, on l'a dit bis voire C du PSG, et un LOSC qui a beaucoup raté, qui a été un petit peu trop prudent par moment, et qui finalement se rattrape en fin de match. Mais voilà, tu avais peut-être un coup à jouer en sachant que tu avais perdu tes 2 derniers matchs. Là, tu es à un point sur 9, mais je valorise toujours les équipes qui font un bon parcours en Europa League. Le LOSC est allé faire un beau succès à Rome, avec notamment le scénario, vous connaissez, Berke-Ozer, qui fait son 3-0 sur les tirs au but. Donc ça, c'est quand même bien sympathique pour lui, et voilà, juste un petit peu regret sur la Ligue 1, mais je pense que le LOSC a besoin d'un peu plus de réussite, et peut-être certains choix, peut-être que ce soir c'était plus Igaman qui devait démarrer que Giroud pour la fin de match. Je pense que ça peut être quelque chose. Justement, on va aller sur le débrief et la très bonne question de Mahalor, que j'aime bien par rapport à ce qu'il dit. Juste, je vous disais le classement du coup, et là par contre le classement, il y a un vrai resserrement, parce que entre Paris et Lens, après cette journée, il n'y a que 3 points. On a 6 équipes qui se tirent en 3 points. Et je pense que c'est assez rare dans l'ère moderne de la Ligue 1 que on a déjà connu des démarrages peut-être un peu timides du PSG version QSI, mais pour le coup, ça fait plaisir de voir qu'on a, entre guillemets, les gros ou les équipes attendues du championnat qui sont tous là à peu près. Paris FC
Alors, il y en a qui disaient, oh là là, c'est quoi ce mercato en carton? C'est ça votre mercato Red Bull? Attention, ça va redescendre. Bon, le Paris FC, ils ont quand même une marge sur les cancres tout en bas, donc eux, ils vont se faire une saison. Eux, de toute façon, c'est simple, c'est le maintien, et si on peut embêter du monde, et pourquoi pas gratter une place sympa dans la première partie de tableau, ils vont y aller. Toulouse qui paraît s'invite là, du coup on a Rennes et Brest qui se suivent, Nice qui est malheureusement 12e de victoire en 7 matchs, et puis Auxerre, Auxerre 2 victoires, mais qui ne prend pas assez de points ou qui est mal loti. Auxerre, ça rappelle un petit peu, comme Toulouse, il y a des fois des bonnes séquences et malheureusement ils se font piéger. Ça a tourné du bon côté pour Toulouse en faisant un match qui a parfois été limité du côté du Parc OL. Mais Auxerre, franchement, leur copie contre Lens, elle est très intéressante et ils prennent 0 points. C'est la dure loi du football, donc faut pas se reposer sur ses acquis et repartir de l'avant. On y va pour le premier match et ce LOSC PSG. Et j'aime bien ce que dit Malalor du coup. Est-ce que Lille ne serait pas l'OL de la saison dernière, équipe avec plein de bons joueurs, que ce soit titulaires remplaçants, mais qui sont capables du meilleur comme du pire, de top 9, mais qui se bouffent du temps de jeu et empêchent de choper un rythme, et une défense pas si mal, mais qui est capable sur 2-3 moments de tout perdre? Franchement, le parallèle est plutôt intéressant, parce que quand tu revois la profondeur de banc de l'OL de l'an dernier, quand t'avais Almada, quand t'avais Cherki, quand t'avais Lacazette, quand t'avais Mikotadze, Fofana, Nouama à un moment de la saison, voire Tolisso un peu plus haut, c'est sûr que c'était une des plus belles attaques de Ligue 1, et ce LOSC là, ça le rappelle, c'est vrai que quand tu te dis que t'avais... alors, Genesio a fait un choix, c'est qu'il a plutôt blindé le milieu de terrain. D'habitude, on a plutôt un offensif supplémentaire, type Haraldsson qui se met en 10, et t'as deux joueurs de couloir, comme Correa, Fernandes Pardo, voire Broholm ou Sarawi. Et là, pour le coup, il avait décidé de renforcer l'entrejeu. C'est dommage, parce que je vais pas dire qu'il se marchait dessus, parce que Benjamin André fait un très bon match. Boadi aussi, je crois que Bentaleb est un peu en dessous du trio. Mais est-ce que finalement, si tu enlevais Bentaleb et tu mettais un offensif de plus, un joueur de couloir, même, tu vois, quitte à mettre un latéral offensif type Thiago Santos, je ne sais pas, mais c'est vrai que la défense, tu sens que tu peux avoir des trucs un peu miraculeux comme Hauser à Rome le jeudi, mais que t'es pas impérial. Faut le retour d'Alessandro. Pour moi, il y a une vraie différence avec Alessandro, parce que sincèrement, c'est un très très bon défenseur de Ligue 1, c'est un international brésilien, c'est un patron, et là pour le coup, ça manque un petit peu de cette figure charismatique derrière. Donc quand lui va revenir, je pense que LOSC va retrouver un peu plus de sérénité. Sinon, tu vois, sur le match, ouais, c'est ça, c'est Haraldsson catastrophique. Haraldsson, il fait un très beau geste à Rome jeudi, il met ce but, voilà, avec une belle inspiration dès la 5e minute. Et là, ce soir, il a pas ce truc supplémentaire. Pareil pour Fernandes Pardo. Fernandes Pardo, en 1 contre 1, pour faire des différences accélérées, c'est un bonbon ce joueur. Lui, le jour où il va trouver ce fameux déclic dans le dernier geste, attention, mais il va falloir qu'il y parvienne, parce que on a besoin de lui. Là, pour moi, tu vois, c'est la 2e année. La première, tu as un petit peu d'adaptation, tu dois te jauger. On a vu de très belles choses, et j'ai souvenir d'un but à Nice qui était fantastique dans ce registre-là, justement, d'accélérer. Et Fernandes Pardo est capable, justement, de te donner ce peps, cette dynamite dont tu as besoin. Mais dans les 30 derniers mètres, il y a encore du péché, il y a encore du déchet, et ça, pour le coup, c'est assez dommageable. Sinon, ouais, il y a quand même eu ce choix de Giroud, je suis d'accord. Je pense qu'il veut capitaliser sur le bon début de saison de Giroud, mais bon, on est déjà en octobre, et Igaman, il est arrivé il y a un mois, on l'a vu de temps en temps, plutôt en tant que remplaçant joker que titulaire, mais moi j'aime bien, franchement, j'aimerais bien le revoir quand même un peu plus. Je pense que le plan de ce soir, ouais, tu mettais un Igaman d'entrée qui fait d'ailleurs qui est pas mal sur les minutes qu'il a disputé, et Giroud en fin de match quand tu as besoin peut-être d'avoir un peu plus de ballon dans la surface, de tenir le ballon selon le score, c'est là où ça peut faire la différence. Mais Luc, il résume tout en fait. Le problème de ce LOSC là, c'est l'efficacité dans les deux surfaces, à savoir que le LOSC encaisse un peu trop de buts par rapport à ce qu'il peut concéder et ne marque pas alors qu'il a plein de situations. Le match contre Lyon, il a se tirer les cheveux, quoi. Au bout d'un moment, quand t'es une équipe qui ambitionne de jouer le top 4, tu peux pas avoir ce péché-là. C'est le souci d'avoir des fois des jeunes qui doivent encore prendre l'expérience, qui découvrent la Ligue 1, mais bon, Haraldsson, c'est sa 3e saison, il y a encore des ratés qui pour moi me paraissent un petit peu grossier, quoi. Donc dommage pour ce LOSC, mais ce qui est intéressant pour eux, c'est que bon, là ils sont à 11 points,
Le leader est à 16, les places européennes qu'ils ambitionnent, elles sont à 13. Tu vois, enfin, 7ème journée, t'as 2 points de lance, tout ça. Tranquille, franchement, il n'y a pas de panique. Là, t'as passé une grosse séquence. Malheureusement, bah, t'as perdu beaucoup de points contre des adversaires directs, Lens, Lyon, Paris. Tu vas avoir encore une fois, je crois, Monaco, Marseille qui vont arriver, peut-être Strasbourg. T'as aussi l'Europa à jauger, mais là où le LOSC va devoir être bon, c'est contre les équipes hyper abordables. Parce que ce LOSC-là, normalement, contre 12-13 équipes du championnat, il doit gagner sans se faire peur. Et des fois, t'as pas suffisamment de marge, ou sinon tu t'imposes un petit peu ric-rac, comme le Scénario de Toulouse. Bah, d'ailleurs, Ethan Mbappé, quand même, hein, on a parlé de l'apport offensif. Alors, il est bien aidé par Chevalier. On va être très franc entre nous. Chevalier, la semaine, elle est un peu compliquée. Le but encaissé contre Barcelone, bon, après ça va très très vite, mais il peut peut-être faire un peu mieux, même sur le reste du match, c'était pas rassurant. Après, jeu au pied, on a dit que ça a été très bon. Moi, j'ai aimé sa sérénité en fin de match. Là, pour le coup, c'est un gars qui doit nous montrer plus. Là, t'es le gardien titulaire du PSG, champion d'Europe. Le souci, c'est que tu passes après Donnarumma. Ouais, c'est vrai qu'il y a le but contre Marseille en plus, tu rajoutes ça. Donc, on va dire un mois compliqué pour Chevalier au global. Là, tu vois, la frappe, elle arrive vite. Mais un gardien de son niveau, je ne veux pas me mettre à la place de Chevalier, je ne vais pas dire moi je l'aurais arrêté parce que voilà, je suis pas sur le terrain. Mais quand tu sais que voilà, tu es un gardien où tu as une grosse pression, pour l'instant, c'est pas encore ça. Après, on sait que Donnarumma, des fois, ça a mis du temps à venir. On va pas l'enterrer Chevalier, on va pas. Il a la totale confiance de Luis Enrique. Donc, au moins, c'est un bon point. Et comme tu dis, ouais, c'est vrai que la réaction, c'est que Beraldo ne touche pas. Et c'est comme s'il anticipait un contre de Beraldo et qu'il était surpris que ça ne touche pas. Mais voilà, tu vois, la frappe, c'est sur lui, ça passe derrière sous la main. Ça, c'est le genre d'arrêt qu'il n'a pas fait et qu'on va lui reprocher. Donc la séquence est compliquée pour lui, parce que sinon, bah, tu vois ce PSG-là, encore une fois, être capable d'aller poser des soucis à une équipe top 4, top 5 de Ligue 1 avec un milieu de terrain, Njantou, Kangingli, Mayulu, avec une attaque Ramos, Mbaye, Barcola. Et en plus, on va commencer à parler des individualités du PSG, mais Chevalier est pas bon ce soir, surtout sur le but encaissé. Mais le match de Barcola, j'ai pas aimé. Enfin, il a beaucoup tenté, mais ça a été un échec. Notamment l'action en première période où il a une conduite de balle qui est un peu hasardeuse. Et limite, il termine en faisant une passe en 6 mètres. T'as l'impression qu'il était lui-même fatigué. Après, il y avait un très bon retour de Wadi qu'il a bien contrôlé. Gonzalo Ramos, c'est le super sub. C'est le super sub. Hein. Il est là. Hein. Hein, vraiment, Gonzalo Ramos en tant que titulaire en souffle. Gonzalo Ramos qui vient mettre un coup de casque ou mettre un petit tir bien senti à 15 minutes de la fin. Bah, c'est son rôle là. Et je pense que ce sera pas mieux en ce moment parce qu'il a du mal un petit peu à exister et à se connecter aux autres. Sinon Pacho très très fort, franchement c'est hyper costaud derrière. C'est vrai que Lucas Hernandez revient bien. C'est vrai que des fois t'as l'impression qu'il est sur un fil, mais au global vraiment pas mal le match de Lucas Hernandez. Je trouve que c'est là où tu te dis que bon, le gars a quand même été international, qu'il a fait Atlético, Bayern, PSG, c'est pas un hasard au bout d'un moment. Après on sait que les croisés ça l'a un petit peu je vais pas dire détruit, mais ça l'a un petit peu rabaissé au niveau du niveau. Mais là, pour le coup, dans cette configuration de joueur cadre d'une équipe expérimentale, lui, il remplit parfaitement son rôle, et c'est bien de pouvoir compter sur lui, quoi. Barcola, le 12e homme qui profite pas des absences offensives pour faire une place de titulaire, c'est quand même très décevant. En fait, ça ressemble un petit peu au début de saison de l'an dernier, souvenez-vous. Alors, on est encore peut-être dans le début de saison, mais si on prend vraiment la séquence août-septembre, t'as 4-5 matchs où Barcola est très très fort, où tout le monde se dit ok, c'est sa saison, et après, ça commence à rentrer dans le rang, et il y a un petit passage à vide. J'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu dedans, dans le sens où il a du mal à capitaliser là-dessus, et pour pouvoir être décisif. Pourtant, il a les opportunités c'est le leader de l'attaque du PSG, pour moi c'est lui qui doit porter ça, et la finition, il va devoir corriger ça. Au bout d'un moment, ça je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Sinon, au bout d'un moment, on va devoir aussi en parler, mais Nuno Mendes, Nuno Mendes s'est dit, ok, j'ai déjà passé un très bon mercredi à Barcelone, je vais remettre une pièce dans la machine. Le coup franc, là, allez, pied gauche, tranquillement, et pleine lucarne. Alors là, c'est vraiment le mec, quand il est en pleine confiance, il peut tenter tout ce qu'il veut. C'est le joueur parfait, il y a zéro faiblesse.
Oui, oui, Yamal, il peut passer une, deux fois. Mais ce que t'apporte Nuno Mendes sur la globalité, si l'ailier il passe une, deux fois, mais que derrière il n'y a pas but, s'il n'y a pas d'erreur directe, ah écoute, il a le droit de perdre un ou deux duels de temps en temps, hein. Même il y en a d'autres, hein, des grands latéraux qui ont perdu des 1 contre 1 et qui sont capables, tu vois, de faire des perfs mémorables ou d'avoir une longévité folle. Je pense à Philippe Lam, à Marcelo, je pense à voilà, des mecs comme ça, les Cafu, Maldini avant qu'ils soient en centrale. Tu vois, ils ont déjà passé des mauvais moments, mais ils sont pourtant des légendes du foot. Et Nuno Mendes, le niveau qu'il a atteint, la fiabilité physique, et là, il y a même, on parle du coup franc, mais la passe qu'il met pour Hakimi, et c'est dommage sur raté d'Hakimi, sinon l'entrée elle aurait été vraiment parfaite pour les deux latéraux du PSG. Mais ouais, même la passe qu'il met, il a atteint un niveau qui est tel que ouais, pour moi c'est plus que le meilleur latéral gauche du monde. Alors c'est toujours des débats stériles parce que est-ce qu'on peut comparer le niveau d'un latéral avec un attaquant comme Haaland, Kane ou Mbappé qui marche en ce début de saison. En tout cas oui, il fait partie des joueurs les plus importants pour leur équipe et intrinsèquement des tout meilleurs, de la crème de la crème. Je sais pas si on parle de top 3, top 5, moi je pense que je le mets dans un top 3 parce que ce qu'il fait depuis on va dire la phase d'élimination directe de Ligue des Champions, la Ligue des Nations avec le Portugal, et là le début de saison avec le PSG, c'est assez effrayant. Franchement, il a atteint un niveau qui est terrible, et comme le dit Monsterou, c'est important, il a que 23 ans. Il a que 23 ans. Imagine, c'est-à-dire qu'on va encore le voir une bonne dizaine d'années à traumatiser des défenseurs et faire des percées, des gestes de fou. Donc lui, il va vraiment se mettre très très bien dans ce sens. Mais ouais, voilà, un point pris par ce PSG là, qui peut, là pour le coup, tu peux regretter ton manque d'attaquants, de solutions offensives, d'avoir un Barcola qui fait les mauvais choix, d'avoir un Ramos qui finalement n'assume pas ce rôle de titulaire, parce que en Ligue 1, c'est toujours aussi compliqué, quoi. Euh, Mbemba a fait un bon match. Mbemba il est resté sur le banc. Ouais, j'étais en train de me dire, attends, j'allais faire une Pierre Ménès comme à l'époque sur le plateau du CFC avec Sangaré, tout ça, genre est-ce qu'il était là? Non, c'était bien Mandy en défense. Donc tu m'as un petit peu surpris. Et oui, j'ai vu ton message, Hugo SSE, Berke Ozer. Berke Ozer, ouais, franchement, très très fort la semaine. Ce soir, il sort les parades qu'il faut. Il est bon. Il est impliqué sur 4 arrêts. Franchement, c'est du très très bon taf de sa part. Le coup franc, ça va tellement vite. J'ai pas envie de le reprocher. Mais ça, en fait, le choix de la compo de Genesio, elle me frustre un petit peu parce que je sais pas s'il y allait en se disant on va tout miser sur Fernandez Pardo et ses percées et peut-être bien bétonner le milieu de terrain, parce qu'il faut le dire, Bentaleb, Boadi, André, c'est 3 très bons joueurs, 3 très bons manières de ballon, techniquement ok, mais il me manque encore un joueur offensif. Et s'il y a eu, je sais pas, ouais, un courrier d'entrée, un Sarawi ou un Thiago Santos, j'aurais peut-être un peu plus apprécié. Mais au final, ça fait un point. Tu prends un point contre un PSG, même si c'est diminué. Mais moi, j'ai toujours envie de plus dans cette Ligue 1, de voir des équipes qui peut-être respectent un peu moins le PSG, qui prennent des risques. S'il y avait eu, tu vois, Thiago Santos d'entrée et qui perd de 3-1, quelle aurait été l'analyse? C'est qu'on aurait dit, bon, on a peut-être vu un super loss, qu'on a vu qu'encore une fois l'efficacité manque, mais au moins ils ont tenté. Là, ils sont allés chercher ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils étaient capables de mieux? Un petit peu. Franchement, je pense qu'un PSG avec une compo comme ça, tu les affronteras pas tous les jours. Donc, je pense qu'il fallait oser un petit peu, quoi. Ah, un pote turc m'a dit que pour le gardien, on disait Berke Özer. Berke Özer. Bah écoute, merci l'ami pour l'aspect sémantique, comme ça on s'en sortira un petit peu mieux. Je vois des messages, hein, Faizen, supporter lyonnais, qui a l'air au fond du gouffre, et la bête, un avis sur le match du hack. On avance les amis, ne vous en faites pas, on va parler de toutes les rencontres avec... on va remonter le temps, allez, je pense qu'on a à peu près tout dit, encore une fois, juste sur Ethan Mbappé, c'est vrai que il bonifie beaucoup de minutes qu'il obtient, le but contre Toulouse, qui offre les 3 points, là qui te rapporte un point contre le PSG, puis pour la dédicace, bon, Mbappé il a eu le grand sourire. Alors est-ce qu'il avait le sourire parce que c'est son petit frère qui a marqué, ou est-ce parce qu'il sait que le PSG lui doit 50 millions d'euros et que voilà, c'est c'est le clin d'œil du destin? Je ne sais pas, en tout cas moi aussi c'est sûr, c'est que si on me devait 50 millions d'euros, je rigolerais comme ça dans un stade à fond et je me cacherais devant aucune caméra.
Les amis, on y va du coup pour le match suivant. On va aller sur le match du vendredi soir. Et non, il ne faisait pas partie du Multi-Ligue 2, comme je vous l'ai dit. Ce Paris FC Lorient était bien. Un avis sur N'Jantou, intéressant. N'Jantou, bah très bien, franchement. Le match ce soir, encore une fois. Déjà l'entrée au Camp Nou. Ils y sont pas encore, faut finir les travaux. Je crois qu'il y a quelques finitions qui tardent. Faut faire les joints, Monsieur Laporta. Mais le match à Montjuic, sur les 10 minutes qu'il a joué, tu te dis ok, franchement pas mal du tout. Et c'est ce qu'on disait avec Luis Enrique, c'est qu'il va plus loin que Tourelle sur l'intégration des jeunes à Paris, et que c'est celui qui a mieux compris ça. C'est que même si tu as peut-être d'autres choix à ce niveau-là par rapport au banc, quoique le banc il est vraiment hyper limité, parce que tu te dis que là ça commence à être chaud, mais tu te dis que lancer un gamin comme ça, qui a 2007, 18 ans, cette fameuse génération qui nous étonne, mais tu te dis, bah finalement, je le lance contre Lille. Alors tu disais, bon, peut-être le meilleur contexte, c'est le faire contre Angers à la maison, mais Luis Enrique, il n'a pas peur de ça, et c'est vrai que son match, bah, il y a la personnalité, il y a 2-3 prises de balle, j'ai trouvé qu'il y a une connexion avec Ibrahim Mbaye et de temps en temps Mayoulou, donc les Titi avancent bien, et d'ailleurs, je ne sais pas depuis combien de temps ça arrivait sur la compo du PSG, mais on a Barcola, Mbaye, Mayoulou, N'Jantou, Lucas, Zeremri, Chevalier. On a 7 Français dans une compo du PSG. Faut peut-être remonter avant QSI pour retrouver de telles stats, non ou je ne m'abuse, mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu 7 Français dans une compo du PSG. Donc ça aussi, c'est un signe fort, tu vois. La formation, l'aspect tricolore, il n'est pas du tout banalisé à ce niveau-là, quoi. Du coup, on reprend avec ce Paris FC Lorient et un Paris FC qui a maîtrisé son sujet, qui n'a pas été très spectaculaire, mais c'est le genre de configuration. On s'attendait à ce que le Paris FC soit favori, que le Paris FC soit en position de force, que le Paris FC ait le ballon, et en vrai de vrai, ils ont bien maîtrisé leur adversaire, ils ont marqué assez vite pour avoir une avance confortable. La deuxième mi-temps, c'était pas mal de gestion. Moi j'ai bien aimé le visage du PFC que j'ai vu, et le milieu de terrain avec Maxime Lopez, Lesmelou, c'est là où tu dis que c'est un promu un petit peu à part quand même, c'est que bah, ça travaille très bien. Camara, c'est pas mal, j'en attends peut-être un peu plus. Je sais qu'il y a aussi Marchetti qui va revenir, t'en as d'autres, mais t'as cette base quand même qui commence à se décider. Et pour le Paris FC, ce qui était important pour moi, c'est de trouver une ossature, une colonne vertébrale en Ligue 1. Ils sont petit à petit en train d'y parvenir. Otavio a fait un bon match. Otavio est vraiment en train de s'imposer, et même si 17 millions d'euros, c'était très cher son transfert depuis Porto, je trouve que il commence un petit peu à prendre ce leadership. Mbo à ses côtés, pas mal, mais tu vois, Nkambadio, Otavio, Lesmelou, Maxime Lopez, et devant Crasso, Kebal. Crasso, pas mal, hein. Crasso entre le but à Nice sur penalty et là cette séquence où il marque, et il est décisif, et bah lui il a été un petit peu piqué en début de saison, hein. Il était remplaçant, t'as eu Pierre-Yves Hamel qui a été présent, t'as eu Jubbles qui a eu du temps de jeu, donc on disait bon, Crasso, est-ce que ça va pas devenir une solution assez limitée, quoi. Donc en vrai de vrai, Crasso, là, il a peut-être gagné au moins 3-4 titularisations à venir. Et je pense qu'il va y avoir un peu plus d'opportunités pour lui. Et ce qui est sûr, c'est que tu as quand même des gars pour lui passer des ballons à côté, que ce soit Lesmelou, Maxou Lopez, Kebal, Simon. C'est très fort. Et bonne question, Coco. Coco. Qui disait Kebal il va croiser Mathieu Delors dans 2 semaines. C'est vrai que ce Paris FC Lens peut être intéressant, mais c'était comment expliquer, voilà, Thibaut qui demande que Kebal explose aussi tardivement, il se rapproche des 28 en bas. Est-ce que cette fameuse interview avec Thierry Henry, qui lors d'un Reims PSG interview Kebal et lui dit, voilà, tu vois l'ovation qu'a eu Messi, un jour ça doit être à toi d'avoir ce type d'acclamation du public. Est-ce que recevoir ce type de comparaison et surtout de compliments de la part de Thierry Henry, est-ce que ça l'a pas bridé, est-ce que ça l'a pas un petit peu mis dans une sphère où il s'est pas senti à l'aise? Ce qui est sûr, c'est qu'à Reims, il a pas su trop enchaîner, même si on voyait qu'il y avait du ballon, du talent, et qu'il a dû repasser par la case Ligue 2, et c'est là qu'il s'est bien exprimé. Après, c'est un joueur qui arrivait tardivement, mais tu vois, s'il a ce déclic à cet âge-là, il y en a d'autres qui l'ont connu tardivement. Alors là, les exemples en tête, c'est comme d'habitude, t'as N'Golo Kanté, t'as Bruno Fernandes, tu vois, t'as des joueurs comme ça qui ont explosé
peut-être un peu plus tard que prévu. Vardy exactement. Mais Kebal, bah là, ce qui est sûr, c'est que il bénéficie d'un très bon début de saison. Et ça, je pense, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Ouais, Klose, exactement. Klose qui arrive à 25-26 ans au RC Lens, qui venait de D2 allemande. Mais ce Kebal-là, bah, il est très très bon. Enfin, tu vois l'action où il prend le ballon sur le premier but, il s'impose comme patron et il trompe Mvogo de près. Je pense qu'il a envie d'assumer ce leader-là et c'est légitime, quoi. Kebal depuis son passage sur enjeu. Ouais, c'est ça, exactement. Pas de coïncidence si on me demande. Bah oui. Je pense aussi que ça marche comme ça. Ah, il y a des bons exemples, hein. Niklas Füllkrug, Seko Fofana, Brice Samba. Je vous rejoins, mais voilà, on sait que chaque carrière de joueur, c'est pas une science exacte et il y a des trajectoires, il y a des contextes, il y a des parcours. Et si Kebal a trouvé vraiment le déclic, tu vois, en Ligue 2, l'an dernier, c'était parmi les meilleurs joueurs du championnat, mais il lui manquait peut-être encore des stats pour arriver en Ligue 1 avec un statut de joueur confirmé. Et là, il est en train de l'obtenir. Enfin, tu vois, c'est un des joueurs référents du Paris FC. Et avoir un Kebal comme ça en forme, bah, ça te permet de battre plus facilement peut-être des blocs bas parce qu'on sait qu'il peut te déstabiliser ça, pardon. Et puis aussi avoir des coups d'éclat contre les gros. Par exemple, le but au Vélodrome, ça fait 5-2. Mais tu sais qu'il est capable d'avoir de belles petites inspirations. Guirassy, Mateta, ouais, Gyökeres, c'est vrai. Bon, il y a plein de joueurs cités qui vont avoir à Kebal. Bah, en fait, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont peut-être pas explosé. Enfin, c'est à chaque fois, comme je vous dis, chaque carrière, il y a sa vérité. Mais pour vous dire, si à 18-19 ans, tu n'exploses pas dans un club, ça ne veut pas dire que tu es une fraude. C'est que peut-être que tu dois reculer de 2-3 cases pour t'acclimater, prendre en expérience, et ensuite tu reviendras plus fort. Et Kebal, il a eu l'intelligence d'aller au Paris FC. Alors certains vont dire oui, il y a peut-être que ça comme choix, ouais, mais peut-être, tu sais, ce genre de joueur, il y a peut-être d'autres propositions, de faire pas mal d'années là-bas, de rester dans le bon projet, et bah là, il se sent pleinement investi, et c'est vrai que pour un coach comme Gilly, avoir ce type de joueur qui peut te débloquer des situations, c'est quand même hyper bénéfique. Lorient, leur match contre Monaco était quand même intéressant, au-delà du fameux scénario à 11 contre 10 et le carton rouge très très tôt sorti par l'arbitre envers Kerrer. Mais là, le match était un peu quelconque, un peu décevant. J'ai pas aimé les latéraux. Je trouve que Kouassi, c'est un des joueurs qui me plaît bien en ce début de saison. Je trouve qu'il a été un niveau en dessous. Les attaquants, il n'y a pas grand monde qui a su peser. Pourtant, tu vois, il a tenté des choses, hein, Pantaloni, hein, parce que c'est vrai qu'il y a Mvuka, Soumano, Tozin, Dieng qui sont rentrés. T'avais d'entrée Bamba, Pagis et Makengo. Et c'est vrai que le match, il était compliqué, hein. Il était extrêmement compliqué, quoi. Lorient, sans les matchs en supériorité, ils gagnent pas un match, ils sont tellement faibles. En vrai, pour moi, ils ont une meilleure équipe que Metz et une meilleure attaque qu'Angers, mais ils seront quand même dans le dur jusqu'au bout parce que il y a des fois trop limites. Je pense que ça va être le cas là-dessus, quoi. Donc on verra. Et oui, Kebal, les coachs ne lui faisaient pas confiance par son physique. Je sais, hein, à Bordeaux, on a malheureusement David Guillon qui l'a recalé, alors que bon, ça aurait été quand même pas mal d'avoir un Ivan Kebal en Ligue 2. Hein. Et du coup, comme je vous disais, le Paris FC se retrouve première partie de tableau. Voilà, il s'installe PPR. C'est le temps de... De toute façon, je pense que tous les discours de Red Bull le disaient. Hein, cette saison première, ça sert à faire le tri dans le groupe, voir comment il s'adapte à la Ligue 1. Et vous en faites pas, hein, cet hiver il y aura des mouvements, l'été prochain il y en aura encore. C'est un projet qui va continuer à grandir. Et ça va rappeler ce qu'on va dire sur le Strasbourg-Angers. Des équipes comme ça, Paris FC Strasbourg, je pense qu'on va voir la nette différence par rapport d'ici quelques années à ces équipes qui vont être végétées entre Ligue 1 et Ligue 2 et qui n'auront pas le budget mercato pour faire de belles choses. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nos amis de Ligue 1+, ça marche très bien. On a vendu pas mal d'abonnements. On a bien sûr la possibilité d'avoir un peu plus de droits télé pour nos clubs. On est content. Voilà, Angers par exemple qui n'a pas pu faire la Bolascari et Mounier en prêt. Tu vois, ça aurait permis de les recruter. Et peut-être qu'avoir plus de droits télé là, ça va permettre au SCO d'avoir un ou deux joueurs cet hiver parce que sinon ça va être terrible toute l'année, quoi. Donc on va voir. On a un peu plus de droits télé, alors c'est pas la boîte de Pandore, hein, vous en faites pas, on va pas tous être riches comme Mbappé et son giga sourire en tribune, mais au moins ça va permettre d'avancer, peut-être faire 2-3 mouvements sympathiques, j'espère en tout cas pour ces équipes du bas de tableau, parce que certaines en ont bien besoin. Prochain match les amis, et on arrive sur la journée de samedi,
l'Olympique de Marseille qui déroule contre le FC Metz et un succès 3-0. Là, pareil, hein, on a parlé de faiblesse. Le FC Metz, on n'a pas envie d'être trop dur, hein, mais au bout d'un moment, il faut dire les termes, hein, 2 points après cette journée, ça sent quand même l'ascenseur. De toute façon, Metz, il faut qu'ils prennent des points contre Lorient, Angers. Ils ont déjà affronté Angers, ils ont pris qu'un point. Il va falloir qu'ils se sortent contre des adversaires à la portée. Mais ouais, Metz, rien que pour enchaîner 3 passes, t'as l'impression que c'était une aventure. Ça, c'est dur pour eux. Et pourtant, en vrai de vrai, peut-être que je suis fou, hein, mais pour moi, un trio Gauthier, Hein, Cheikh Sabali, Habib Diallo, ça peut limiter la casse. C'est pas grandiose, mais tout le reste de l'effectif, c'est archi faible. Ouais, Stéphane Le Mignon, il va tenter quelque chose jusqu'au bout. Il va essayer, mais tu vois, à un moment donné, Dominguez, je crois qu'il a joué piston. Enfin, même Ballo-Touré, déjà au Havre, quand il est revenu l'hiver dernier, c'était pas dingue. Alors là, cette saison, c'est limité de fou. Mais vraiment, cette équipe Messine, j'ai du mal à les voir exister, pouvoir réussir à se sauver. Eux, pour le coup, c'est ce qu'on disait, hein, si t'as pas le budget pour faire du mercato, voilà, ils ont mis, je crois, 3-4 millions sur leur gardien Fischer. Fischer, il peut pas. Enfin, c'est pas un crack, c'est pas un foudre de guerre, mais sur les buts, il peut pas grand chose. Quand tu vois le banc aussi, je pense que le banc, il va pas nous faire rêver, hein. Maxime Collin, t'as les petits Géorgiens, là, Tchichachvili, Alfatori, Brian Maggio. Tu vois, même le banc, c'est chaud, quoi. Alors, qu'est-ce qui te reste? L'état d'esprit, tout ce que tu veux, mais le seul truc, c'est que Gauthier Hein, j'en attendais un peu plus. Et malheureusement, ça restera peut-être un joueur très très bon en Ligue 2, un artiste de la Ligue 2. Et en Ligue 1, le cap va être trop grand. Alors, ça se trouve, tu prends ce Gauthier Hein là, tu le mets dans une équipe, ouais, je vais dire une dinguerie, peut-être, tu vois, tu le mets à Toulouse, tu le mets à une équipe un peu Brest intermédiaire. Ça se trouve, Gauthier Hein, il te fait des bonnes stats. Mais là, dans ce Metz-là, c'est trop limité et c'est relou, quoi. Donc, ouais, bon courage à eux. Je vois pas comment ils peuvent se sauver. C'est là où ça va être vraiment, vraiment chaud. Et en face, comme je vous le disais, hein, quel beau mois pour l'Olympique de Merveille, hein. Ils peuvent évidemment savourer cette séquence magnifique. Il y a beaucoup de belles réjouissances pour cet OM-là. Encore une fois, le niveau d'Emerson à 700 000 € le prêt, chapeau. Højbjerg revient très très bien. Et Højbjerg, c'était peut-être parmi les joueurs les plus décevants du mois d'août. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve le Højbjerg patron. Je pense que lui, il a pris conscience qu'il ne pouvait pas se limiter de performances un petit peu limitées. Matt O'Reilly, c'est très très bon, c'est très intéressant. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il propose comme activité, que ce soit dans un double pivot, que ce soit un peu plus haut. C'est un joueur qui est peut-être un petit peu anachronique, hein, parce qu'il a un style de jeu particulier, mais il est tellement juste, tellement intéressant, il est toujours bien placé, et ça, pour le coup, c'est pas le hasard, c'est l'école Brighton, hein. Les mecs, s'ils vont chercher des gars comme ça, ça prouve que là, ils ont du flair. Oui, Emerson, c'est un achat à 700 000 €, c'est pas le prêt, c'est encore mieux. Achat à 700K à un club anglais, et franchement, il est très très bon. Et ouais, Matt O'Reilly, j'adore son style. Pachao qui continue, qui enchaîne après son but et même son doublé contre l'Ajax. Robinho Vaz, pareil, pas mal du tout. Le match qu'il a pu disputer, franchement, j'ai trouvé que c'était très pertinent de sa part. Angel Gomez, j'ai pas trop aimé sa première période. Avant sa sortie en seconde, c'était mieux. Donc pour le coup, lui, il fait partie des joueurs qui, je trouvais, étaient peut-être un petit peu faiblos. Ouais, tu vois, je trouvais qu'il a fait 20 minutes en seconde période qui était bien mieux. Ça a coïncidé avec l'OM, tu vois, qui a marqué son premier but. Mais là, c'est vrai que l'OM, on savait qu'ils allaient avoir le ballon, 63% de possession, on savait qu'ils allaient avoir des occasions, 21 tirs, 4 tirs encadrés pour Metz, là c'est quand même très compliqué. Et tu vois, même Amine Gouiri qui marque, très belle connexion avec O'Reilly. Gouiri avait besoin de marquer parce que le début de saison était intéressant en jeu, c'est toujours le cas avec Amine Gouiri, mais on sait que quand t'es neuf de l'Olympique de Marseille, faut marquer, t'as pas le choix, hein. C'est là où certains vont juste te juger. Tu marques, t'es R9, tu marques pas, t'es une pipe. Malheureusement, des fois, c'est la vérité pour certains. Et non, lui, ce but va lui faire du bien, surtout que c'est un très très beau but, franchement, dans ce style-là. Il est beau, pareil, le but d'O'Reilly, la frappe comme ça à entrer de la surface. Greenwood dans le jeu est mieux, Greenwood est plus connecté, c'est ça, il y a moins de Greenwood dépendance aussi, on n'est plus obligé de s'en remettre à sa spéciale et de compter sur lui pour débloquer les situations. Dans cet OM-là, il y a de plus en plus de joueurs qui peuvent faire la différence et marquer. Et c'est vrai que quand tu vois le banc, hein, bon, par rapport à Metz, il n'y a pas photo, mais tu vois, le banc, tu as Balerdi, Gouiri, Vermeuren, Nadir, Murillo qui rentrent.
T'as Aubameyang, Garcia, Egan Riley qui restent sur le côté. T'as encore Ahmed Junior Traoré, Medina. T'as, tu vois, quelques blessés par-ci par-là. Donc c'est vrai que niveau profondeur, et sur cette séquence, en vrai, depuis le match du PSG, je pense que t'as dû avoir 18, 19 titulaires peut-être. Kondogbia aussi blessé, c'est vrai. 18 ou 19 titulaires, c'est pas rien hein, de pouvoir compter sur autant de joueurs. Donc on savait que c'était un gros mercato, on savait que l'OM devait monter en puissance. Est-ce que l'OM devait monter en puissance dès l'automne comme ça et nous afficher un tel visage? Bah peut-être que c'était pas prévu, mais tant mieux parce qu'on se dit toujours, normalement les équipes elles atteignent leur pic, leur prime en avril ou en mars, mais là l'OM est déjà très très bon. Maintenant bah la question ça va être de pouvoir capitaliser là-dessus et de pouvoir enchaîner parce qu'il va encore avoir Ligue 1, Ligue des Champions. Je vais juste me remettre peut-être le calendrier des Marseillais. Du coup après tu reçois le Havre. Voilà, petit match tranquille pour te remettre dans le bain. Ensuite, tu vas au Sporting, tu vas à Lens. 2 déplacements assez capitaux. Ensuite, tu reçois Angers, tu vas au Auxerre, avec des champs pas simples. Après, tu fais Atalanta, tu reçois Brest. Et ensuite, retour de trêve. Tu vas à Nice, tu reçois Newcastle, tu reçois Toulouse, tu vas à Lille. Et ensuite, tu as l'Union Saint-Gilloise et Monaco. Donc, en vrai, ce qui est bien, c'est que t'as pas non plus un tunnel infernal où tu vas te retrouver avec que des gros adversaires. T'as des trucs sympathiques avec des champions, mais abordables. T'as des déplacements pas simples à négocier. Voilà, normalement, Lens, Nice, Lille, mais cet OM-là est capable d'aller s'imposer là-bas et d'avoir de la marge, même si on sait que ce sera pas simple. Hein, tu vois, il y a des équipes qui peuvent un petit peu leur rentrer dedans. J'ai hâte, hein, tu vois, le Lens-Marseille, franchement, ça va être très intéressant à suivre comme opposition. Et tu as des matchs très abordables où tu sais que désormais l'OM est peut-être moins en mesure de se faire peur. Est-ce qu'on n'aura pas des scénarios OM Angers de l'an dernier, des OM Auxerre, tu vois, des trucs où tu sais que quand le bug bat, tu n'y arrives pas, tu te fais punir et après tu te sabordes un petit peu. Donc cet OM là, ouais, t'as envie de t'emballer maintenant que je vous le dis. Est-ce que cette trêve, c'est toujours la même question, est-ce que cette trêve elle arrive pas au pire moment parce qu'elle va peut-être en 2 semaines casser une certaine dynamique sur le terrain d'un très bon collectif, mais c'est le lot, c'est le principe des grandes équipes et l'OM doit être capable de pouvoir nous reproduire ça dans 2 semaines. J'espère en tout cas, parce que ça va être quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, le vrai tunnel de l'OM, c'était Real PSG Strasbourg Ajax. C'est ça. Sur le papier, c'était le plus costaud parce que tu avais la Ligue des Champions, tu avais des gros morceaux, tu avais aussi un match Ajax qui était abordable, mais tu devais prendre les points. Donc ouais, c'est vrai que on a rarement senti un OM aussi épanoui, et je reprends cette déclate de Zerbi qui a dit vraiment c'est ma meilleure période. Je comprends parce que tout roule pour lui, les choix, tout le monde adhère, on voit de vraies belles séquences collectives, on voit des joueurs qui se réinventent, on voit des connexions, on voit des recrues qui s'intègrent de plus en plus hein. Donc chapeau. Et c'est vrai que Haggard Pavard, bon là contre Metz, voilà, hein, mais Haggard Pavard, t'es vraiment bien pour voyager, être serein une bonne partie. Attention, le vrai changement c'est défensivement, ça je suis d'accord avec toi. Je pense que l'OM, quand on a vu le début de saison un peu flippant, et surtout la gestion de la profondeur, t'avais besoin pour colmater ces espaces d'avoir des patrons. T'es allé en chercher 2, Haggard et Pavard, et à l'échelle de la Ligue 1 c'est top, et à cause de ça tu rajoutes Emerson. Emerson, franchement, super bonne pioche pour le moment. Et non, ton équipe, elle se retrouve transfigurée. Mais voilà, peut-être que dans quelques semaines, mois, je ne sais pas où on sera cet OM, peut-être qu'on parlera d'effet papillon avec la fameuse bagarre Rabiot. Peut-être que cette bagarre, elle a changé le destin de l'OM. Au début, ça a été un mal, et peut-être que ça s'est transformé en bien. Je dis ça, mais évidemment, Rabiot, dans cet OM-là qui tourne très très bien, il aurait peut-être eu son mot à dire, tu vois. Mais t'es obligé d'y penser. T'es obligé d'y penser parce que ce sera peut-être comme la poubelle de Toko et Cambi avec Barcola. Ça a peut-être déclenché quelque chose, une série d'événements, parce que s'il n'y a pas ces départs-là, peut-être que t'as pas l'argent avec Raw pour faire Haggard, et t'as pas peut-être O'Reilly qui débarque pour remplacer Rabiot. Enfin, tu vois, c'est vrai que ça change aussi le destin de la Serie A. C'est vrai que tu peux le prendre aussi comme ça. Donc voilà. La gestion de Medina, par contre, c'est un peu bizarre. Après, il s'est blessé. Là, lui, vraiment, il a été blessé au début. Là, il s'est reblessé. C'est dur pour lui, son intégration. Donc, on espère le revoir. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle règle de la part de l'UEFA. Quand tu as un blessé longue durée, tu peux changer un joueur dans ta liste. Donc, Ulysse Garcia, voilà, le revenant, le retour, qui fait son comeback. Et je sais que Chiesa a remplacé Léoni côté Liverpool. Donc, c'est pas le seul équipe dans ce cas-là. Mais vraiment propre. Pour quelqu'un qui a jamais été blessé à Lens, c'est bizarre. Ah oui, ça c'est clair que
à Lens. Après, ça, c'est plus une sorte de malchance pour lui, mais voilà, il va revenir. C'est juste dommage pour tous ceux qui voulaient le voir à 100% d'entrée. Et ouais, je suis d'accord, Rémi Roulier, troisième clean sheet. L'an dernier, je m'en souviens qu'après 27-28 journées, il n'en avait que 5. Donc peut-être qu'avec cette défense-là, et c'est vrai que, en fait, c'est vrai que la défense de l'OM, elle est inédite par rapport à l'an dernier, je me rends compte. Emerson, Aguerd, Pavard, Ouéa, t'as tout changé. L'an dernier, c'était Merlin, Murillo, Balerdi. Des fois, t'avais Cornelius, Brassier, tout ça, Kondogbia. C'est vrai que ça a pas mal bougé. Donc, non, franchement, cette OM-là, on a envie de les suivre. Et surtout, comme je vous dis, sur le papier, il y a une vraie équipe. Il y a une vraie équipe, il y a un vrai effectif. Ça tourne vraiment bien. Donc maintenant, à Roberto De Zerbi de pouvoir répéter ce genre de séquence parce que on prend du plaisir à se poser devant les matchs de l'OM. Du plaisir, on en a eu aussi du côté de Francis Leblé avec ce Brest-Nantes. Brest-Nantes, 6 tirs, 0 cadré pour les Nantais, 17 tirs, 5 cadrés pour les Brestois. Et encore une fois, une performance XXL de monsieur Anthony Lopez. Franchement, Anthony Lopez, on peut skip ça. Non, ici, on parle de tous les matchs, je parle de toutes les équipes. C'est l'objectif que je me suis fixé avec vous. Et du coup, on va débriefer ce Brest-Nantes. Mais évidemment, c'est pas le match le plus emballant. Après, Brest, en vrai, ils ont proposé quelque chose. Brest à domicile, c'est... Brest, en vrai de vrai, à domicile, 90% du temps, c'est super intéressant. Et à l'extérieur, ils ont des fois un petit peu du mal à voyager. Mais l'an dernier, tu vois, par exemple, ils avaient été mis un 4-2 à Toulouse, et un match spectaculaire. Mais là, pour le coup, l'absence de Del Castillo, qui sortait d'une très très belle séquence, ça leur fait du mal. Mais Ajorc a fait un match. Il y a une frappe d'Ajorc en deuxième période, où il fait une espèce de reprise pied tendu comme ça, que Lopez claque au-dessus de sa barre. Et c'est un geste qui m'a rappelé, tu sais, un truc à la Dzeko, enfin vraiment un geste d'attaquant un petit peu instinctif, voire Berbatov aussi. Et c'est vrai que c'est dommage pour Brest, parce qu'ils ont fait de belles choses. J'ai bien aimé Pathé Mboup qui à un moment donné donne un super ballon à Dina Mbimbe. Ça se transforme pas parce que Lopez est encore sur le coup. Ça a tenté beaucoup de choses. Ils n'ont pas été récompensés. C'est vrai que ça fait un clean sheet. C'était 29 buts sur ces 14 derniers matchs à domicile. C'est vrai que pour le coup, ce Brest-là était quand même une équipe qui méritait sa victoire, mais en face, tu as eu un très bon gardien et une défense. Nantes, ça marque pas beaucoup. 5 buts, ça encaisse pas beaucoup. 7, tu vois, ils ont pris moins de buts que le LOS, que Rennes. Enfin, tu vois, il y a pas mal d'équipes. C'est une des meilleures défenses de Ligue 1. Parce que tu as Lyon, Marseille qui sont à 5. Tu as Lens qui est à 6. Et après, tu as égalité avec Strasbourg et tout. Donc, tu vois, tu as une grosse défense. Mais maintenant, on va en attendre plus. Et le fameux Castro Ball, oui, je suis le premier à en attendre plus, à en vouloir davantage. Et pour le moment, on n'a pas grand-chose de la part de Luis Castro. Alors, on n'a pas grand-chose par moment. Tu vois, tu as des bonnes sorties de balles par moment. Tu as des dépassements de fonction par moment. Tu as des individualités comme Ablin qui peuvent t'apporter. Mais c'est... Lui, il a dit en conférence de presse qu'il trouvait que voilà, son équipe jouait encore avec de la peur. Son équipe n'osait pas. Je sais pas combien de temps va prendre cette fameuse greffe, mais on en attend plus parce que beaucoup de matchs, malheureusement, on s'ennuie. Et j'ai l'impression que c'est un effectif qui est peut-être traumatisé encore. Et pourtant, l'effectif, tu vois, il y a eu des changements. Parce que tu as eu quand même pas mal de recrues. Tu vois, tu as Mwanga, Awaziem, Kwon, Hong, Lado, qui n'était pas là l'an dernier. Après, tu as des petits jeunes qui débutent, qui démarrent. Mais en termes de... Là, en plus, t'as pas Le Penant, t'as pas Coquelin, t'as l'Euro qui recule comme latéral gauche parce que Koza est pas assez bon, mais en vrai, je comprends le choix. On sort de 3 ans de Comboiré-Gourvenec. En fait, Nantes sort d'une séquence qui est tellement dure sportivement. C'est... Voilà. Pour mettre taper toutes les purges de Comboiré, voir le jeu de Castro, c'est du plaisir même dans cet état-là. Il y a une vraie diff avec ce qu'il faisait avant, laissons-lui le temps. En fait, je sais pas ce qu'il essaie de faire, mais je me dis que Fonseca, par exemple, cet été, il a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif. Il a dit, on prend trop de buts, on va d'abord construire cette grosse base, et après, on aura peut-être un peu plus de jeu. On l'a pu le voir par séquence, notamment le but contre Toulouse. Défensivement, là, ils ont craqué, mais c'est vrai que l'OL, depuis le début de saison, c'est quand même costaud. Est-ce que Castro a pas essayé de faire la même chose, à savoir, je pense qu'il y a quand même un souci en défense, qu'on va d'abord se créer une grosse base, et après qu'on va essayer de faire du jeu.
Mais la recette, pour le moment, fait que c'est un Nantes qui est un peu frileux, qui concède quand même beaucoup d'occasions, qui a un gardien qui performe énormément. Est-ce qu'il surperforme? Ça, c'est toujours le même débat. Mais Lopez, il fera pas des miracles à tous les coups, quoi. Après, ils ont pour eux l'état d'esprit. Ils reviennent contre Rennes, ils reviennent contre Toulouse. Brest, il lâche pas l'affaire alors que c'est un match compliqué. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a eu le match contre Strasbourg, mais c'était déjà en août. La seconde période contre Rennes, on a vu du beau jeu. Contre Rennes aussi, oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment par petit bout que tu vois un petit peu ce que peut apporter Castro. Mais on a vu à Dunkerque beaucoup plus de choses pertinentes. Après, la Ligue 2, je ne vais pas dire c'était un laboratoire, mais peut-être qu'il pouvait se permettre plus de liberté. Là, c'est difficile. Hein. Mais on sait que pour les petites équipes qui tentent justement de faire du jeu, ça peut leur porter défaut après. Burnley en était un bon exemple avec compagnie. Oui, je vois ton exemple. Après, je ne veux pas manquer de respect à Brest, hein, mais si Nantes aborde comme ça des matchs contre des équipes à leur portée, tu vois, c'est délicat. Peut-être qu'on me parle de Mantes-la-Jolie. Des fois, hein, je me dis que peut-être qu'il y a plus de jeux, de propositions, mais moi, je lui laisse du temps. Parce que Nantes sort de beaucoup d'années de Comboiré, beaucoup d'années qui ont été difficiles et pas évidentes. Et je dis pas que ça a marché avec lui, mais que Nantes, c'est une guérison lente et qu'il faut lui laisser un petit peu de temps, que ça va peut-être pas venir de suite. Mais souvenez-vous qu'il y a une séquence, c'est... Alors, après la trêve, tu reçois le LOS, donc attention, on sait que Nantes a déjà été capable, mais il y a surtout ces 3 matchs-là. T'as Metz, Le Havre, Lorient. Si Castro, il survit à la séquence Lille, Paris, FC Monaco, il y a Metz, Le Havre, Lorient, et t'as même Angers un peu plus loin si tu pousses. Là, c'est l'occasion de voir, peut-être c'est là où tu vas pouvoir développer un peu plus de jeu, prendre de la confiance, marquer des buts et poser quelque chose. Après, oui, l'effectif, il a ses limites. Hein. L'effectif, défensivement, c'est léger. En attaque, des fois, on a vu des belles choses chez Benatab, mais c'est encore à polir. Mostafa Mohamed, je trouve qu'il n'est pas du tout compatible avec ce que demande Castro. Ablin, il existe, mais parfois seul. Il y a cette action à Brest où il ne laisse pas tirer, où c'est très très bizarre ce qui tente. Le milieu de terrain, j'aimais bien Le Penant. Là, t'as Mwanga qui a reculé, t'as les 2 Coréens qui doivent encore s'intégrer, mais ouais, c'est chaud, quoi. Sur les 3 matchs, là, si tu prends pas minimum 4 points, c'est dehors. Moi, je dirais même plus, 6 points. Faut prendre 6 points, là, faut que tu t'offres un matelas. Parce que le Metz et le Lorient à la maison, hein, on va devrer... je pense quand même qu'il y a bien pire. De toute façon, les 3... Là, les pires, ils sont là. Hein. Metz, Lorient, Angers. Le Havre, il y a quand même des bons joueurs intéressants, mais au global, j'espère que ça va être... un peu plus consistant dans le jeu, quoi. Mais voilà, bravo aussi à Antonio Lopez, hein, parce que lui, il maintient les siens à flot, et ça, c'est quand même déterminant dans ce sens. Mais ouais, Brest, ouais, tu vois, plus Chotard, Magnétis, bon milieu de terrain Ligue 1, et c'est vrai que nouvelle mercato, ils vont reprendre Koulibaly en prêt, qui arrive de Strasbourg, du coup. On sait qu'il avait été prêté en dernier par Dortmund, il est arrivé en Alsace, et il arrive à Brest, donc pour Eric Roy, ça fait une solution défensive supplémentaire, et c'est vrai qu'on a peut-être pas, tu vois, le banc il est un peu léger, tu vois, quand on a vu Chardonnay avoir de grosses souffrances, notamment lors du match à Toulouse, où il a été dans le dur. Junior Diaz, par contre, très bien. Junior Diaz, pas mal, hein, le joueur qui vient de Ligue 2, il a été appelé par la Côte d'Ivoire. Lui, c'est le petit central bien sympathique à surveiller. Donc ouais, c'est un visage intéressant, quoi. La Bolascari, c'est bien, parce qu'il a été décisif à 2 reprises, mais il s'est fait une luxation de l'épaule, donc je pense qu'il reviendra peut-être après la trêve. Après, on sait que l'épaule, c'est fragile, donc faudra être un petit peu patient, quoi. Benatab, toujours aussi brouillon. Là, il a perdu un petit peu de temps de jeu, hein. Notre Zino Benatab, j'ai l'impression qu'il est un petit peu reculé dans la hiérarchie nantaise, parce qu'il joue tous les matchs titulaires, enfin les premiers, et là, tu vois, il fait plutôt 45, 23, 45, là, il est resté sur le banc, il n'est pas rentré, mais on le reverra. On le reverra et on le reverra décisif, ça, j'en suis persuadé. On y va pour le match suivant. Samedi soir, on avait ce Auxerre-Lens. Et alors là, les amis, le RC Lens, qui encore une fois à 10 contre 11, se surpasse. Ce match-là, on a beaucoup de choses à dire, parce que Auxerre est tellement mal payé. Auxerre, c'est peut-être l'équipe qui a le moins de réussite, parce que franchement, ils ont fait un vrai match. Franchement, et là, le souci, c'est là, 18 tirs de cadré.
Le ratio, il est catastrophique. Et c'est une équipe qui est tellement intéressante. Le poteau de Navazo, le volume de jeu de Kevin Danois. Sinayoko qui est peut-être un peu dans le dur quand même depuis son non-transfert. Faut le dire. Faut le dire que c'est pas dingue. Mara doit encore s'adapter. J'aime bien Haussmann. Mais pareil, c'est encore perfectible. Mais c'est une équipe qui est vraiment très intéressante. Mais dans la surface. Et même dans les deux surfaces, ça leur manque cruellement. Et c'est un scénario qui est hyper rageant, hyper frustrant parce qu'ils avaient mis toutes les bonnes choses, tout pour faire la recette parfaite. Et malheureusement, le football, comme vous le savez, est un sport qui peut être parfois bien cruel. Et pourtant, tu vois, tu dis que t'égalises par Siralta et que 10 minutes après, t'as le petit Gagnou qui faisait sa participation qui prend un second jaune. Et là, bah, tu dis, bon, pourquoi pas. Mais vous savez, il y a quelque chose qui... se retrouve dans ce RC Lens de Pierre Sage. C'est l'état d'esprit, c'est le dépassement de fonction. Tu sens déjà une vraie patte et tu sens un groupe qui a envie de se surpasser. Et même si, encore une fois, le match a été en souffrance, comme le dit Max Pollack, tu vois, par rapport au match de Rennes, où tu as été à 10 pendant 90 minutes, bah là, oui, tu es récompensé. Tu es récompensé peut-être de cette septième journée, qui était assez intéressante avec 2 gros déplacements, mais tu les as bien gérés parce que finalement tu as résisté à Rennes, tu as fait mieux que résister à Rennes, tu as proposé un visage super conquérant et tu méritais de t'imposer même. Et là pour le coup, là ce que j'aime, c'est qu'on a vu beaucoup de belles recrues de la part de Lens. Robin Risser, très intéressant comme jeune gardien. Baïdou qui prend de plus en plus d'ampleur. Sangaré, le box-to-box, très très bon. Il a peut-être fait un match un peu moins épatant parce que je trouve que Kevin Danois ressort un peu plus. Mathieu Hudol, par contre, encore une fois, à 3 millions d'euros, voilà, ça va être difficile de faire des meilleurs rapports qualité-prix que ça. Thauvin, pas besoin de vous présenter, parmi les meilleurs joueurs du mois de septembre. Et là, t'as Hudson Edouard qui marque son premier but, et t'as Abdallah Sima qui marque le but à la fin. Donc toutes les recrues ont déjà eu leur rapport. Et ça, c'est fort quand même. Ça, franchement, faut le souligner. À Lens, il y a tout le monde qui travaille les uns pour les autres, et ces recrues-là, qu'elles s'adaptent aussi vite dans ce contexte, c'est pas hasard. Je pense que Pierre Sage, il a mis l'environnement qu'il faut, on le sait, c'est un coach Cannes. D'ailleurs, il y avait une image sur Ligue 1+, où tu vois, dans le vestiaire, il a été... il a fait redescendre ça en mode on s'est imposé, bravo à vous, mais tout n'a pas été parfait, tu vois, pas de cris, pas d'effusion, enfin, c'est quelqu'un qui reste très cartésien, mais franchement, ce lance-là... est pas mal et peut se permettre d'avoir de belles ambitions, de belles velléités dans cette Ligue 1. Enfin, quand t'as pas de Coupe d'Europe, quand t'as un effectif comme ça, que t'as un petit peu de profondeur de banc avec Ryan Fofana, Guilavogui, bon, les entrées sont pas dingues, mais Sima lui marque. T'as encore Odjediran, Saoud Abdolhamid, Sotoka, t'as Gradit qui manquait à l'appel, t'as Machado également. Enfin, t'as la profondeur de banc qui se retrouve dans ce RC Lens-là. Et ouais, même des niveaux, tu le disais, Thomasson, double passeur, qui s'offre vraiment... D'ailleurs, la passe sur le premier but, j'aime beaucoup parce que c'est une passe en extension un peu aérienne où il a remis première intention à Edouard. Et j'aime énormément ça. Et le corner, qu'est-ce qui est bien tiré pour Sima. Donc non, c'est vrai que c'est un début de saison, t'as envie d'y croire. Tu te dis que ce lance-là, t'étais un petit peu dans l'attente, qu'est-ce que ça peut donner, t'as des recrues, t'as eu beaucoup de départs, t'as beaucoup de mouvements, mais finalement t'as un 11 qui pour la Ligue 1 tient la route, et surtout tu peux être largement en top 6 quand tu vois qu'il y en a d'autres qui vont perdre des plumes en Europe, quand tu vois qu'il y en a d'autres qui font un mauvais début de saison, qui auraient pu être des concurrents. Après, tout est relatif parce que par exemple, on a l'impression que Lens fait un très bon début de saison, et c'est le cas, et que Rennes est entre guillemets catastrophique, et finalement entre Rennes et Lens il n'y a que 3 points, donc ça reste, comme je vous le dis, une Ligue 1 qui est bien serrée, et il faut pas non plus, tu vois, totalement s'enflammer, mais parce qu'il y a encore des choses à produire un peu plus dans le jeu. Mais quand tu vois le Lens qui a été très bon à Rennes à 10 contre 11, quand tu vois le Lens qu'ils ont produit dans le Derby du Nord, quand tu vois mais la première journée, j'ai adoré leur deuxième mi-temps contre l'OL, non, c'est une équipe qui, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent gagner des matchs en étant dominateurs dans le jeu, mais aussi des matchs en étant moyens, voire, je vais pas dire sale, mais tu vois, un peu en dessous de l'adversaire. Là, le match à Auxerre, ils le gagnent. C'est, je vais pas dire un braquage, mais ils s'en sortent bien. T'as le match au Havre, à la deuxième journée, ils gagnent, et pourtant, c'était pas évident, vu que le Havre a été quand même assez bon.
Non, c'est vrai que ce lance-là, c'est vrai que par contre, il y a beaucoup de cartons jaunes, hein. C'est vrai que là, ça a bien distribué côté lensois. Donc, ouais, c'est une belle copie, quoi. Oui, on a déjà 3 points d'avance sur Rennes, on a déjà joué Lille, PSG, Lyon. Oui, bien sûr, mais c'était juste pour te dire, tu vois, le classement, c'est quand même, je trouve, bien serré dans l'ensemble. Après, évidemment, tu as beaucoup plus cette envie d'être élogieux envers ce que propose Lens que Rennes, quoi. Là, pour l'instant, il y a une équipe ouais, qui est en train de se dessiner à Lens. Et ouais, Malang Sarr, encore une fois, très très bon. Ouais, la résurrection, ouais, lui, il aurait dû partir en Anderlecht et finalement, il est là à devenir un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 sur les 7 premières journées, quoi. Donc, c'est assez fou, mais c'est la preuve que ce sport peut changer, tourner très très vite, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe d'Ansoise? Moi, j'en pense plein de bonnes choses. J'ai souligné le très bon travail de Jean-Louis Leca dans la dernière émission hors-jeu. C'est une équipe qui a bien intégré ses recrues. T'as... Tout n'est pas parfait. Ouais, c'est vrai que tu dis par exemple le match de Tovin était un cran en dessous de ce qu'il nous a proposé contre Rennes. T'as Guy Lavogui, tu vois encore des mauvais choix offensifs. T'as encore un petit peu de péché mignon. Mais t'imagines, t'es là, t'es top 6, t'as pris 13 points, t'as déjà eu un beau calendrier. Ouais, t'as envie d'y se lance là. Franchement, je pense qu'ils peuvent aller embêter du monde, quoi. Puis on va rappeler, du coup, ils vont recevoir le Paris FC. Réception de l'OM, ça on a hâte de voir. Ensuite, pas mal, hein. Ils vont à Metz, ils reçoivent Lorient, et après ils terminent à Monaco. Et ce Monaco-là, ils peuvent largement les faire un résultat. Donc même les 5 matchs après la trêve, t'as du choc, t'as des matchs abordables, t'as des matchs bonus. Donc ouais, il n'y a pas de complexe à avoir. Je pense que ouais, le top 6 est bien envisageable, quoi. Risser peut-il titiller l'équipe de France s'il s'en bat d'équipe un peu? Ce qui va manquer à Robin Risser, c'est peut-être un peu de match européen. Je pense que Samba conserve du crédit auprès de Deschamps pour le moment. Mais en vrai de vrai, il y a un gros potentiel. Et on sait qu'il y a quelques jeunes gardiens en France. On attend de voir encore s'ils peuvent totalement décoller, type Guillaume Rest. Il y a Nkambadio notamment. Tu vois, je cite vraiment les gardiens espoirs. Mais Risser, ce qu'il fait là, dans une équipe top 6 Ligue 1, ça va lui donner un petit peu de crédit et de gage pour la suite. Donc lui, il faut juste attendre, parce que là c'est trop tôt, mais peut-être d'ici un an et demi, il aura peut-être une place de troisième gardien, qui sait. Franchement, ça peut être pas mal. Sekou Mara, c'est nul avec tout le respect. Sekou Mara, malheureusement, c'est vrai que pour l'instant, le prêt ne se passe pas très très bien. Pourtant, pour moi, c'est une équipe idéale pour lui. Après, c'est toujours la même chose, hein. Tu passes après Gaëtan Perrin, Ahmed Jean Traoré. Alors Namasso s'en sort bien lui. Mais voilà, Mara, malheureusement, on sent que le rôle de Joker à Strasbourg, ça lui a fait perdre un petit peu, je sais pas, de son énergie, de son apport. C'était un attaquant quand même intéressant à Bordeaux. Alors ça remonte, hein, mais j'ai pas envie de l'enterrer. Après, ce que je regrette, c'est qu'il est parti beaucoup trop tôt en première ligue et qu'il avait pas, tu vois, même ne serait-ce que 6 mois titulaire plein en Ligue 1, quoi. Donc à lui maintenant de se bouger, de se réveiller, quoi. Meilleur move d'avoir vendu Diouf pour Sangaré. Franchement, quand tu vois. Alors Diouf, c'était un super profil, hein, mais tellement frustrant. Et là, le Sangaré, ce qu'il t'apporte, ouais, tu te dis que. Là, franchement, on sait qu'à Lens, il y a une très bonne cellule de communication. Les petites vidéos d'annonce avec les Simpsons, ça régalait. Mais niveau transfert, ils ont été pas mal du tout. Donc GG à Lens pour ce succès de Bandit, mais il en faut aussi. C'est la beauté du foot. On y va pour le premier match de la journée de dimanche. Et ce Lyon-Toulouse, aïe 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 aïe. On a assisté à un scénario au Groupama Stadium que l'on pouvait redouter. On savait que l'OL n'avait pas forcément de marche. Pourtant, c'est un Toulouse qui n'a pas proposé grand-chose en première période et une bonne partie de la seconde. Mais ils ont quand même des joueurs intéressants pour piquer à tout moment. Et le match s'est joué un petit peu sur le coaching, je pense, par rapport à certains choix. Et Martinez est allé chercher sa victoire avec Kamandi qui sort à la mi-temps et l'entrée de Metalli qui a été excellent. Emerson, le doublé à la place de Sidibé aussi, et un repositionnement idéal. Et ce Toulouse-là n'a pas été parfait, mais aller chercher sa victoire au forceps. Mais c'est le FC Procuration, je pense que oui, ils ont bien la hate watch de rêve. Vous êtes vraiment des fripouilles, hein. Vous vous réjouissez du malheur de certains. Mais voilà, moi le message que je retiens, c'est ce que dit Thibaut, c'est ça devait leur arriver, ça pendait au nez depuis plusieurs matchs. Ils ont eu de la réussite, ils sont allés chercher des matchs que logiquement ils devaient gagner. Défensivement, ils sont très costauds, mais il y a eu aussi certaines fois où ça a tourné en leur faveur. Et
On savait que la réussite dans le foot, elle peut se provoquer, mais elle n'est pas éternelle. Et des fois, tu peux subir un contre-coup. Et là, c'était le cas. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de voir le rebond. Parce que tu es quand même à 15 points sur 21 possibles. Je le répète, mais pour cette OL-là, version DNCG++, c'est quand même, tu vois, très intéressant comme capital point. Après, tu sais que devant, t'as pas beaucoup de solutions. Que défensivement, même si je trouve qu'il y a des joueurs qui ont nettement progressé comme Niakate, il y a des choses qui ne marchent pas toujours, notamment Maitland Nice, Mata, qui ont été en souffrance dans leur couloir droit. Tu vois, un joueur comme Tyler Morton, qui a eu peut-être un peu moins d'influence par rapport à d'habitude. Le coaching de Fonseca, qui fait rentrer Souk Moreira, l'entrée de Alfonso Moreira, ouf, l'entrée de Moreira, elle est dure. Hein. Là, c'est une entrée, si on devait donner une note, pour moi, c'est un 2 sur 10. Hein. Là, c'était vraiment pas fameux, mais peut-être faire entrer du Khalis Mera pour un autre profil au milieu de terrain, un Mathis de Carvalho pour plus de contrôle, Rachid Ghezal, physiquement, je sais pas s'il a le truc en plus, mais Pavel Chouk qui fait pas des débuts incroyables, mais qui rentre peut-être un petit peu tard. Et moi je pense que le match s'est joué sur le coaching avec Martinez Novel qui a eu une bonne lecture de la rencontre et qui a su faire les changements au bon moment. T'as Metali, les gars, 7ème match de Ligue 1, les 45 minutes qu'il a envoyé dans son couloir gauche, le bulldozer, le tank, franchement, personne ne pouvait l'arrêter. Physiquement, c'est hyper costaud. On rappelle que c'est un défenseur central de formation. Et je le redis parce que la formation toulousaine, on sait à quel point il y a des clubs qui travaillent bien en France et qui sont plébiscités, comme le PSG, Monaco, l'OL, Rennes, et à juste titre. Mais franchement, la formation toulousaine, quand tu vois tous les noms qui sont sortis depuis 10 ans, je les aurais pas tous, hein, mais les Manu Koné, les Amin Adli, les Diakité, les Issa Diop, si tu remontes même un petit peu avant. Là, tu as eu Jedi Convo qui est parti pour 25 millions à Palace. Là, entre Alexis Vossa qui fait la passe décisive sur le corner pour Emerson et Metali dans son couloir gauche, c'est très très fort. Franchement, ça bosse bien chez les Pitchouns et ça va leur faire du bien parce que Toulouse a été une des équipes, je trouve, un peu malheureuse sur, on va dire, le dernier mois. Elle n'a pas forcément été tout le temps récompensée, même si c'est pas parfait au niveau du jeu. C'est une équipe qui a montré vraiment, je trouve, de la personnalité à certains moments, qui des fois peut faire plus. Même, je trouve que le 11 toulousain est quand même parfois intéressant si tu mets vraiment le meilleur 11. Hein. On se l'entend, mais c'est une équipe qui a quand même qui peut faire mieux, qui peut embêter du monde. Alors ils vont peut-être être limités à certains moments, mais c'est une équipe, il y a franchement des joueurs super intéressants, quoi. Même tu vois derrière la charnière avec Cresswell, McKenzie, Nicolaisen, c'est quand même, tu vois, même sur coup de pied arrêté tout ça, c'est costaud. Bon, sur le but lyonnais, il s'était dépassé au niveau de la vitesse, c'est là où tu peux les avoir. Même Aaron Donum, tu vois, c'est un joueur qui a très très bien progressé. Oui, Lafont et Amada aussi, voilà, on remonte, hein, parce que je vois même du Gignac et Elmander. Je pense que Gignac et Elmander, ils sont pas forcément formés là-bas. Mais ouais, pour cette OL-là, le plus important, ça va être le rebond. Satriano, dans son rôle de neuf, avec du volume, de la générosité, il fait ce qu'il faut, il dépanne. En vrai de vrai, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que la recrue, un prêt ric-rac, voilà, il commence à montrer de petites choses. Il a déjà marqué, il a eu une passe D pour Fofana. Le but est très très bien construit. C'est dommage de ne pas retrouver ce Fonseca Ball un peu plus souvent parce que tu te rends compte que l'OL techniquement a le moyen de le faire, car avec, comme toujours, le pied gauche, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Mais voilà, en fait, l'OL n'arrive pas comment dire, à répéter ce type de séquence sur 90 minutes, mais je ne sais pas s'ils peuvent le faire parce qu'il faut pouvoir le faire avec intensité, de la lucidité, et ça reste quand même parfois limité. Ouais, là, pour le coup, le match s'est joué sur ce coaching et Maitland Nice de Mata qui se sont fait dévorer en deuxième période. Là, faut le dire que l'entrée de Metali, Gbo qui a mis un petit peu plus, ça leur a fait du mal, et puis ce Toulouse-là, finalement, elle a cherché sa victoire comme des grands, et ça fait un scénario un peu fou. Alors voilà, ça tombe, t'as la trêve qui est là, ça va pouvoir reposer tout le monde, mais je le redis, c'est pas une catastrophe pour l'OL, loin de là. Attends, le début de saison est quand même très très bon, il est au-dessus de toutes les espérances. Ouais, c'est ça, je pense que le milieu aussi. C'est vrai que Morton a une influence moindre, Tessman, peut-être un petit peu de fatigue, ça a pas mal enchaîné ces derniers temps, et ça, tu te rends compte que le 11, il peut tenir la route, mais que la profondeur de banc, c'est là où l'OL va peut-être pêcher, quoi. Non, Satriano, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout comme
comme profil. Après, ce sera pas l'attaquant qui te marquera 25 buts par saison. Je pense qu'il faut que tu prennes en compte. Et là, ça va être à Tolisso, à Fofana, à même Morton et Tessman, comme on a pu le voir sur le but à Lille, de faire des bonnes projections. Sinon, ça va être... on peut parler de super-performance. Hein. C'est vrai que c'est une équipe qui n'a peut-être pas les ressources pour faire mieux, quoi. Magri hors du 11. Ah, Magri, c'est compliqué, hein, Franck Magri. Mais Emerson, ce doublé, hein, ça va peut-être lui donner forcément un petit peu d'élan, de temps de jeu. Et on a hâte de le voir un peu plus, ce joueur, parce qu'il a été recruté en fin de mercato de mémoire en Turquie. Donc à lui de s'imposer. Et ce qui est sûr, c'est que ce doublé, ça restera comme une très très belle date pour lui, quoi. Donc, on a tout dit sur ce OL Toulouse, je pense. Le Monaco-Nice. Le Monaco-Nice de 17h15 qui faisait partie du multiplex. Je sais pas par quoi commencer, parce que c'est un match qui sentait le divertissement, qui sentait le n'importe quoi, et on a eu du divertissement, et on a eu du n'importe quoi. C'est un peu parti dans tous les sens, alors, le carton rouge d'Ali Abdi, ça y est tous les jours, je comprends pas ce qu'il a fait avec le crampon sur Biret, aller s'essuyer comme ça, mais même pas s'essuyer, mais tu sais, le mettre en danger, alors que t'avais déjà... Enfin, t'es loin de son but, enfin, il y a un truc qui était pas net, vraiment, il y a rien à faire là-dessus. C'est vraiment une erreur de débutant et pourtant Ali Abdi a plus de 30 ans, donc c'est un peu impardonnable. T'as Sofiane Diop qui marque un doublé. Pareil, la défense monégasque sur le premier but, c'est un peu hallucinant, avec Salissou qui enlève sa tête et Philippe Cohn qui se fait surprendre. Ça, c'est un peu un... On sait que la défense monégasque en ce moment, tu peux avoir de drôles de buts, que ce soit tous les 3 jours, mais là, c'est franchement assez critique. Et en fait, le match, 2 clowns qui se battent sur un terrain. En fait, c'est un match où quand tu as 2 équipes malades et 2 équipes qui ne savent pas défendre, ça donne un match qui est agréable. Mais là, pour le coup, tu avais aussi des erreurs techniques. Et le match de Monaco à 11 contre 10 pendant quasiment 1 heure, c'est... Alors ok, il y a des absents, ok, il y a beaucoup de monde, mais c'est pas loin de la faute professionnelle. Franchement, c'est quand même... c'est quand tu es une équipe qui doit être top 3, qui doit faire bien mieux, au bout d'un moment, oui, il y a une infirmerie, mais Nice aussi avait des absents, et surtout en supériorité numérique, ils n'ont pas su aller faire le truc en plus. Pourtant, tu vois, il y a l'entrée de Georges Ikena qui est pas mal, t'as 2-3 trucs, mais c'est tellement insuffisant. Alors, Ansu Fati, c'est vrai, Ansu Fati, qui se retrouve meilleur buteur de Ligue 1, à égalité avec Panicelli au bout de cette journée. Chapeau à lui. Il y a beaucoup de pénalty par contre. C'est vrai que là, il a vraiment enchaîné. Alors, je suis dès que j'ai mis Ansu Fati en déception dans les prédictions. C'est le seul bon joueur. Alors, t'inquiète, on est ensemble. Je l'ai mis aussi en déception. Mais tu sais quoi? Tant mieux. Moi, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'amour propre là-dessus. Si je me trompe, tant mieux pour le joueur. J'avoue que physiquement, j'y croyais pas parce que l'an dernier, ses entrées avec le Barça, je trouvais que c'était quelqu'un de très fatigué déjà à Brighton. Je me disais que il avait peut-être plus le truc physique parce qu'il a eu une grosse blessure et que là, le voir revenir, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour lui et puis surtout pour Monaco, tu vois, dans cette période un petit peu relou. Avoir un mec qui t'apporte comme ça des buts et qui te sauve et surtout qui tire très bien les pénaltys, tant mieux. Après, j'en attendrai encore plus dans le jeu, mais lui, il assume au moins ce poids d'être un joueur avec une réputation et il se cache pas, donc tant mieux pour l'ASM. Mais ouais, le match, c'est encore une fois, c'est chaud, quoi. Alors là, c'est vrai que tu te dis qu'il manquait et Zakaria, et Camara, et Golovin, et Kerr qui était suspendu, et Mawissa, et Vanderson, et là, il manque tout le monde. Mais tu vois, tu avais quand même un 11 contre ce Nice-là. Normalement, ça doit faire un peu mieux. C'est vrai qu'à Cliouche, c'est un petit peu dans le dur en ce moment. C'est vrai qu'à Cliouche, la période n'est pas très très pertinente. Est-ce que c'est le contre-coup d'un mercato où il n'est pas parti? Est-ce que c'est le contre-coup de sa première en équipe de France? C'est ce que je me demande pour lui. Mais on espère qu'il va pouvoir un petit peu se bouger, se réveiller, quoi. Sinon, ouais, comme tu le dis, côté niçois, la défense... la décision arbitrale. Les 2 premiers pénaltys, celui pour... les pénaltys... Attends. Non, c'est la main de Diatta. C'est la main de Diatta. C'est la gauche, apparemment, ça touche en premier la main, puis le torse. Mais ça va tellement vite. Ils ont pris la décision. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça paraissait un petit peu léger. Donc, c'était un petit peu le show Willy Delageau. Mais ouais, t'as bien raison. La défense que Nice a alignée avec en plus Bombito qui sort. Et là, t'as terminé avec Pepra Opong qui remplace Mofi quand il y a eu le carton rouge. Puis Tom Louchet qui a remplacé Bombito. Du coup, tu t'es retrouvé avec une défense, ouais. Opong, Mendy, Bard. C'est du bricolage absolu, quoi.
c'est du bricolage absolu. Mais ils sont allés prendre un point, et moi, j'avoue que ce Nice-là, même malade, je les voyais pas perdre à Monaco. D'ailleurs, sur comment ça s'appelle, sur le Pronogate hors jeu, je crois que j'ai mis match nul parce que Nice et Francaise, ils ont quand même ce petit truc dans les gros matchs de Ligue 1 de pouvoir élever le curseur. Leur seul souci, c'est l'Europa League où c'est la honte absolue et qu'ils se font peur aussi sur des matchs abordables de Ligue 1. Ouais, Bombito, la blessure a l'air sérieuse, hein. C'est vrai que Bombito, il est sorti avec la civière. Donc, une blessure de plus pour Francaise à négocier, lui qui en a déjà je ne sais combien. Pour le coup, il faut aussi qu'on parle, hein. L'infirmerie à Nice, ça commence à faire beaucoup, hein. Mais pas que depuis cette saison, quoi. Est-ce qu'un jour, quelqu'un va parler de Francaise? Il est 0. En vrai, je dis pas ça parce que c'est un coach que j'aime bien par rapport à ce qu'il a fait à Lens, mais il a amené quand même ce groupe-là 4ème de Ligue 1. En Europa League, il s'est raté. On le sait. En Europa League, cette année, il va sans doute encore se rater. Mais il maximise quand même des fois des effectifs. Il a un problème avec l'Europe. Sinon, en Ligue 1, on va voir, hein. On va voir comment ça s'appelle, la suite en Ligue 1. Mais pour l'instant, je trouve que ce qui fait, compte tenu du matériel, du manque de moyens des fois déployé par Nice, moi j'ai été très surpris, tu vois, de sa prolongation. Moi je pensais qu'il allait être saoulé, il allait tourner la page, parce que finalement il réussit à faire des choses, ça dépasse 4ème de Ligue 1. L'an dernier, franchement, on s'y attendait pas, personne s'y attendait. Ils ont réussi à choper la place au poteau, coiffé au poteau devant Strasbourg, devant l'OL, le LOSC. Le Lens, Lens, il en mettait beaucoup de monde, et c'est ça, j'ai envie, à Rennes, on verra Bibey, hein, mais Rennes, c'est vrai qu'on le prédestine là-bas. Après, un coach comme ça m'étonnerait pas qu'il ait aussi envie d'entraîner à l'étranger, de se tester. Mais ouais, l'infirmerie, ça commence à être un peu critique, hein, côté niçois. Pourtant, tu vois, encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas des mauvais joueurs sur le terrain. Après, il y a des joueurs qui, je trouve, sont vraiment dans une phase descendante type Mofi. Mais sinon, tu vois, t'as de la jeunesse comme Shaw, Boudaoui. T'as des profils intéressants d'équilibre comme Van Hout, Melvin Bard, tu vois. Evan Diouf qui fait pas un mauvais début de saison. Le seul souci, c'est que en Ligue 1, tu gagnes pas assez, surtout qu'en Europe, t'es ridicule. Alors oui, tu perds que 2-1, mais tu perds que 2-1 depuis 2023, quoi. T'es sur une série qui est européenne, enfin, un peu d'amour propre, quoi. Là, pour le coup, moi, j'ai pas mes pronostics, moi, je m'en fous, mais là, arrête d'aller en Europe pour être ridicule. Enfin, l'Europe, ça se respecte. Et quand bien même tu perdras des plumes en championnat, au bout d'un moment, c'est aussi le lot des équipes européennes comme ça, quoi. Donc, à toi de choisir. À toi de choisir. Côté monégasque, sinon on a à peu près tout dit. Ouais, même le banc. Balogun, c'est pas dingue aussi sur ce début de saison. Et Ikina, je trouve que ses entrées elles sont plutôt intéressantes, lui, pour le coup. Biarritz, malheureusement, je crois que c'est un but inscrit pour Mika Biarritz. On attendait beaucoup. Parce qu'un gars qui met 14 buts sur 5 mois en Ligue 1, on était là, c'est quand même pas mal. Et on se dit, tiens, est-ce qu'il va pouvoir mettre le double? Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner? Et pour le moment, ça pèse pas. C'est pas indispensable. Il n'a pas été titulaire à tous les matchs. Pour le coup, il y a une vraie méforme. Donc, ce Biarrette-là, s'il devient remplaçant sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre, il n'y aura pas de scandale, quoi. Après, il n'y a pas non plus beaucoup de joueurs valides à Monaco. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un Biarrette qui a un total contre-coup. Je ne sais pas si c'était un One Season Wonder ou si c'était un mi-season wonder, mais ouais, c'est vraiment pas dingue, hein. Tu vas savoir la raison pour Mika, c'est à 18h. Merci Bugs, je sais que t'es supporter monégasque et que t'es bien informé, mais ouais, en fait, je me demande si, de temps en temps, il n'y a pas des joueurs qui ont lâché 8 heures à Monaco, parce que quand je vois le match, là, encore une fois, 11 contre 10, et que t'as pas ce supplément d'âme, ça m'interpelle. J'ai un sentiment que il y a peut-être un truc qui s'est cassé avec le coach. Donc à voir s'il y a une décision qui est prise par Thiago Scuro, par l'état-major monégasque. Mais il va falloir que cette spirale un peu bizarre. Et pourtant, tu vois, même malades, ils ont pris un point contre City. Même en étant pas dingue, ils sont quand même dans ce très bon wagon. Ils sont avec 13 points. Donc ils sont qu'à 3 points de la tête. Mais tu as le résultat et tu as le contenu. Et tu sais que le contenu, avec ce que tu montres au-delà de l'infirmerie, t'as une circonstance atténuante, mais on peut pas tout le temps se réfugier derrière ça.
le contenu est tellement insuffisant. Ah non, mais le point contre City, c'est un miracle. Mais au moins, tu prends un point. Au moins, tu peux te dire peut-être que ce point arraché comme ça peut servir d'un clic. Même pas, tu vois. Même contre Metz, ouais. Même contre Metz, tu vois. Ils perdent à un moment donné. Ils sont pas loin de prendre un 2-0. Même contre le FC Metz, tu vois, qui a fait 4 tirs encadrés contre l'OM. Ouais, ils se font des frayeurs contre tout le monde. Donc, ce Monaco-là, bah, on le sent pas. On le sent pas. Et je sais pas par quoi ça va passer. Alors là, tu as une trêve, tu vas avoir quelques retours de blessés. Il va falloir limiter. La Ligue des Champions, ça me paraît quand même compliqué d'exister. Ouais, ça va être chaud, quoi. Non, c'est sûr que c'est largement suffisant pour cet ASM-là. Et à 18h, je ne vois pas un monde où il trouve la recette miracle pour remobiliser son groupe. Parce que là, j'ai le sentiment on l'a un petit peu lâché. Prochain match, les amis, et on y va pour le carton de la journée. Et ce 5-0 entre Strasbourg et Angers. Il n'y a pas eu photo. Ça a été un rouleau compresseur. Quand tu vois aussi, bah, malheureusement, la différence de banc, je pense que ça va vous parler. D'un côté, tu fais entrer Omo Bamidele, Kedri Paez, Julio Enciso, Amo Emeyo, Raphaël Luis. De l'autre, c'est Ousmane Camara, Marius Kourkou, Louis Mouton, Sidiki Chérif et Florent Hanin. Là, c'est délicat pour cette équipe angevine. Quand il n'y a pas cette défense qui a été bonne depuis le début de saison, Hervé Kofi qui a été un des meilleurs gardiens. Quand tu as vu le niveau de certains défenseurs, le milieu de terrain avec le retour d'Abdelli. Mais là, bah, quand en face, tu as des joueurs comme ce Strasbourg, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, il y a 3 classes d'écart. Et c'est là peut-être une Ligue 1 qui sera à plusieurs vitesses. Parce que quand tu vois ce que Strasbourg peut mettre contre cet Angers-là, qui a aucun moyen de recruter, pour le coup, ils sont impressionnants. Alors évidemment, il y aura toujours des choses à dire sur la multipropriété et le combat des ultras strasbourgeois. Mais en attendant, sur le terrain, Panicelli, un doublé. Panicelli, c'est 5 buts en 7 matchs. Il y a eu des ratés, mais en termes d'attaquant qui sent le but, qui pue le but, qui a envie de faire mal au filet, lui, il est bien présent. Valentin Barco, comme toujours, quel joueur. Là, je suis 100% d'accord avec vous. Il a été encore une fois très très bon, très performant, très intéressant. Et il a été, lui pour le coup, je pense que c'est vraiment peut-être le joueur indispensable du Racing. Si on devait faire 3 joueurs indispensables, je pense qu'il y aurait Doucouré, il y aurait peut-être Sarr, il y aurait lui, peut-être du Emega devant s'il est à 100%. Mais non, il fait partie des mecs indispensables que je pense que Rosenior, c'est le premier gars qui coche sur sa feuille de match, quoi. Ouattara qui enchaîne une belle semaine, lui qui a marqué contre Bratislava et Angers ce soir. El Morabet qui a obtenu du temps de jeu. En fait, ce qui est bien, c'est que notre ami Rosenior, il donne du temps de jeu quand même à des joueurs qu'on ne supposait peut-être pas en avoir beaucoup, parce que El Morabet, tu vois, qui a participé à cette match de Ligue 1, qui vient de cette formation strasbourgeoise, donc ça pour le coup c'est plutôt bénéf pour lui. Abdoul Ouattara qui a marqué aussi en Ligue 1 un deuxième but qui pareil vient de cette formation strasbourgeoise, donc tu vois, Rossignol il essaie quand même de donner des opportunités, même si ça recrute beaucoup et que tu as 29 joueurs sous contrat. Tu ne banalises pas cette jeunesse-là, et je trouve que c'est un bon signe. Et après, bah oui, tu as des mecs, quand tu les recrutes 20 millions d'euros, Panicelli, bon, il vient des deux espagnols, Savard Marchand était à 7 millions, peut-être qu'il valait pas 20 millions, mais en tous les cas, ça sent le bon prospect au poste de neuf, et lui, il va pouvoir faire du mal. Lui, il va pouvoir faire du mal, parce que franchement, le match qu'il a fait, j'ai adoré son enchaînement sur le deuxième but avec ce contrôle en pivot un peu long, et il se met parfaitement sur son pied droit pour terminer Kofi. Très propre. Et puis le petit Godot, là pareil, dans, on va dire, la myriade de joueurs qui sont arrivés à Strasbourg dans les derniers instants du mercato. On a beaucoup parlé de Ben Chilwell, mais ce Martial Godot qui a rejoint le club en provenance de Fulham, je crois de mémoire, pour 7 millions d'euros. Bah là, le doublé qu'il a pu mettre, pas mal du tout, quelques accélérations sur son côté, petit profil en plus, mais là pour le coup c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il était vraiment dans la réserve de Fulham. Il a fait juste une saison en Ligue 1 à peu près, tu vois, où il s'est montré. Mais non, ça, si tu veux dire, en fait, tu as tellement de jeunes intéressants que Rossenior, il a le casse-tête ultime, le casse-tête de rêve, quoi. C'est qu'il, même sans les Sarr, même sans les Emega, tout ça, Chilwell, il peut quand même faire une équipe qui est compétitive et il peut poser du monde. Alors, contre l'OM, ça n'a pas suffi, mais ce Strasbourg-là, ouais, je pense ils seront top 6. Ce Strasbourg-là peut faire un beau parcours en Europe.
la Coupe d'Europe, c'est aussi un truc qui se joue à l'expérience. Il y a un groupe très très jeune. C'est là où je vais mettre mon petit bémol. J'ai peur que ça se joue dans des moments fatidiques et ça puisse les faire un petit peu faillir. Mais en tout cas, en Ligue 1, bah, on attendait. Début de saison, je trouvais que c'était pas si ouf dans le jeu. Je trouvais que ça manquait de consistance, que c'était surtout une belle défense. Et là, ils peuvent un petit peu dérouler. Alors, c'est vrai que, comme tu le dis, hein, contre ce Angers-là, encore heureux qu'ils gagnent. Mais je trouve qu'il y a quand même des joueurs qui montent en puissance et c'est pas un hasard. Je trouve que vraiment c'est une équipe qui va embêter, qui va être relou pour pas mal de monde. Et ce Strasbourg PSG, retour de trêve, bah hâte de voir ça. Même le retour de blessure de Guéladoué leur fait un bien fou. Hein. Guéladoué, s'il avait pu être sur le banc du PSG ce soir, ça n'aurait pas été un mauvais coup, quoi. Donc non, franchement, eux, ils vont être bien relous jusqu'au bout. Je sens encore une fois, même Diego Moreira, il y a une action où il accélère, où il dépose l'Angevin même. On parle juste de qualité, même physiquement, ils sont bien supérieurs. Donc c'est cette bande de gamins re-seniors, il peut encore les pouponner. On ne sait pas où est-ce qu'ils seront à l'été 2026, mais en attendant, je pense que ça va faire encore une saison avec pas mal de dégâts. Dernier match de la journée, les amis, avec Le Havre-Rennes et un match nul de partout et un scénario similaire pour les Rennais qui menaient 2-0 à Nantes et qui se font rattraper en fin de match, qui se font des frayeurs, qui ont même eu un but 3-1 avec Mbolo qui avait marqué. Alors pour le coup, en signe fort de ce match, on peut quand même noter que le duo Mbolo-Le Paul s'est trouvé, que le duo Mbolo-Le Paul a bien fonctionné, que le Paul, la remise de la tête sur le premier but d'Mbolo est très très bonne, que le Paul lui aussi, il a marqué, il a trouvé la faille, mais non, je crois que c'était même pas 3-0. Je pense que en fait, c'était en seconde période qu'Embolo marque. Il marque vers la 70e de mémoire. Parce qu'il part en contre avec le penalty en première période. Donc malheureusement, il y a eu de l'erreur. Ouais, c'est Jacquet, je crois, qui concède le penalty, qui entoure l'attaquant Havrais et qui offre un penalty presque cadeau. Hein. Malheureusement, je crois que c'est sur Ebonog la faute de mémoire. Et ouais, c'est un petit truc de jeunesse, mais ouais, le problème c'est Habib Beye. Hein. Habib Beye, la lecture des matchs, les choix et la manière de gérer les secondes périodes, ça commence à faire. Hein. Entre Nantes, entre Lens, entre Le Havre, là. Alors, je l'ai dit, hein, d'un point de vue comptable, 10 points, c'est pas catastrophique, mais ça rejoint un peu comme Monaco. Dans le contenu, il y a quelque chose qui manque. Hein. Il y a vraiment un fil conducteur. Rennes ne sait pas gérer des matchs de la première à la dernière minute. Ça, c'est le constat que je fais. Ils ont une incapacité à pouvoir se rendre des matchs faciles. Et pourtant, pour moi, ils ont l'effectif. Et ils doivent avoir l'expérience aussi pour le faire. Enfin, il y a tout qui est réuni. Normalement, il y a de la jeunesse, il y a des joueurs habitués de Ligue 1. Mais ça prend pas. Ça prend pas pour le moment. Et même au niveau du banc, hein, tu fais pas rentrer Kader Meïté, qui a quand même été un des artisans de la victoire contre elle de la révolte. Ludovic Blas aussi, hein, qui ne rentre pas. Tu as seulement 2 changements, Seko Fofana et Altamari. Tu restes un petit peu figé sur ton système. C'est à toi de t'adapter. Et je trouve que malheureusement, Habib Beye ne prend pas soit assez de risques, soit est trop frileux, soit il a encore du mal à jouer ses matchs de Ligue 1 parce que voilà, c'est Le Havre. C'est une bonne équipe, c'est une équipe qui travaille bien avec ses moyens. Je trouve qu'au niveau du jeu, Digard propose plus de choses que l'an dernier. Mais quand tu compares les deux 11, normalement, il ne doit pas y avoir photo. Enfin, Rennes ne doit jamais se faire des frayeurs comme ça et se faire rattraper. Et pourtant, c'est la réalité aujourd'hui. Ils n'ont pas de marge, quoi. Rennes serait top 3 si les matchs s'arrêtaient à la 45e. ça, c'est une très très belle stat. Quoique, attends, ils ont gagné quand même des matchs à la fin contre l'OL et Marseille, donc je suis même pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que, on va dire, dans des contextes normaux à 11 contre 11, ou même malheureusement le match de Lens, ouais, ils n'arrivent pas à avoir ce truc pour les porter jusqu'au bout, quoi. Le problème de Rennes, c'est pas que Beye, c'est la direction qui veut faire le Racing Club de Rennes. Oui, bah c'est sûr que Arnaud Pouille, là, il y a eu un mercato, il a bien envoyé niveau salaire, il a bien rincé certains joueurs. Là, il y a des mecs qui se sont mis à l'abri pour un bon paquet de temps. On en attend plus. On attend beaucoup plus de ce Rennes-là. Tu vois, autant Lens et Strasbourg. Après, tu vois, c'est que la 7e journée. Il y a encore beaucoup de matchs. Mais avec Strasbourg et Lens, j'ai l'étoffe d'une équipe top 6. Et avec ce Rennes-là, je ne l'ai pas encore. Parce qu'il me manque
un truc trop parfait, tu vois, de la première à la dernière minute, quoi. Et comme tu le dis, Doufre, hein, 3 points sur 12 contre Angers, Le Havre, Lorient et Nantes, c'est chaud. C'est exactement ça. Alors, Lorient, particulier, mais tu te sabordes tout seul. Mais contre des équipes abordables, l'an dernier, Habib Bey, il gagnait ces matchs-là parce que son équipe était supérieure. Là, cette année, il ne gagne pas ces matchs contre des équipes à sa portée. Il y a un truc qui ne va pas. D'une année à l'autre, ça ne se transpose pas. Et contre les gros, bah, tu gagnes des victoires très particulières contre Marseille et Lyon. Tu vas les chercher. Mais contre une équipe, tu vois, comme Lens, bah, tu as vu qu'il y avait quand même une nette différence. Donc, au moins, Mbolo et Le Paul, ça se rassure. Et ça, tu vas peut-être pouvoir compter sur eux un petit peu. Juste revoir les matchs de Rennes à venir. Oh, le Rennes-Auxerre. 2 équipes un petit peu malades, compliquées. Ensuite, Rennes-Nice. Tu vas à Toulouse. Tu reçois Strasbourg et tu vas au Paris FC. Il va être sympa le calendrier là, enchaîné avant la trêve. T'as des équipes, tu vois, t'affrontes des concurrents, hein, pour l'Europe, hein, et des équipes qui peuvent vraiment t'embêter. Donc on en saura plus parce que tu vois, faire déjouer Toulouse pour ce Rennes-là, qui sur le papier, tu vois, tu dis est supérieur, mais aujourd'hui, ouais, ils ont plus, ils ont pas de marge. Ils ont pas de marge de cette équipe, quoi. Contre Nantes et Le Havre, tu dois faire 6 points largement en menant tranquille. Bah ça, tu mènes 2-0. Quand t'es une équipe qui vise l'Europe, tu dois te rendre tes matchs faciles et ils n'y arrivent pas encore. Et à voir à quel moment ils vont trouver la recette. Habib Bey, est-ce qu'il va se remettre en confiance? Est-ce que ça va être le système? Je sais que les dirigeants rennais n'ont pas répondu à la presse ce soir, on boude un petit peu les journalistes à Rennes, mais ils vont devoir ouais, aussi assumer, hein. Il y a un gros mercato et une autre place que, pour moi, que le top 6 serait une immense déception. Parce que même s'ils vendent très très bien, ça on est tous d'accord, mais on parle de terrain et cette équipe, elle doit avoir quand même des ambitions, elle doit retrouver l'Europe, et là on se contente de trop peu de choses, quoi. Il va falloir repasser par certains fondamentaux et peut-être on sait que Ruben Amorim, Manchester United, le débat éternel et c'est sur le système. Bon, au bout d'un moment, le système à Rennes, ça va peut-être être aussi la question et peut-être repasser à quelque chose de plus cohérent par rapport à l'effectif, même si peut-être ça te prive d'Embolo, Le Paul, mais bon, t'as une attaque, ok, mais tout le reste, le milieu de terrain, la défense, ça a quand même du mal à prendre sur ce début de saison, quoi. Les amis, on a à peu près tout dit, je pense. Bah, juste peut-être un mot sur le match du Havre, qui quand même s'en sort bien, avec NDI qui fait un très bon début de saison, lui, Rassou NDI, qui marque encore, qui avait été un petit peu puni par Digard parce qu'il était arrivé en retard. Mais tu vois, même avec un effectif limité comme ça, bon, ils ont un petit peu leur banc, tu vois, avec des joueurs qu'on connaît comme Doucouré, Pizarro qu'on découvre qui vient de l'Udinese, Keshta qui était préservé par Digard. Mais franchement, tu vois, Le Havre, parmi les équipes malades de Ligue 1 ou les équipes un peu faibles, bah, moi je les vois beaucoup mieux que Metz et Angers, et je les vois même mieux que Lorient, même si Lorient pour l'instant est devant, et ils sont pas loin de Nantes, hein. Donc Le Havre, encore une fois, il pourrait se maintenir pour une 3e saison de suite. Je ne serais pas étonné, quoi, parce que eux ils montrent au moins quelque chose, et surtout il y a un truc qui s'est passé depuis l'an dernier, c'est le mental. Depuis les victoires à l'arrache contre Lens, contre Lille, à Strasbourg, à dernière minute avec la PNK de Touré, les mecs lâchent plus rien. Et là, même un 2-0 contre Rennes, ça leur fait pas peur. Et ils ont raison, parce qu'il faut pas avoir peur de ce Rennes-là. Donc ils y vont un petit peu comme ça, sans complexe. Et ça leur réussit bien à ces petits Havrais. Les amis, on va faire le petit 11 de cette journée. N'hésitez pas à me balancer les joueurs que vous voulez voir dans cette belle équipe. Bon, je pense qu'au cage, on peut mettre El Gato Lopez, qui a été monstrueux du côté de Francis Leblé. Je pense qu'on peut mettre Thomasson, ouais. Thomasson, Riley, je suis d'accord avec vous. Je pense que Thomasson, Riley, pour composer milieu de terrain, c'est pas mal. Ah, il y a Barco aussi. Barco, il a été chaud, hein. Barco, il a été très très chaud. Les places vont être chères dans ce 11, je sens. Ça va pas être simple de faire rentrer tout le monde. Je pense que Panicelli, je suis obligé de le mettre parce qu'il y a un doublé et un très bon apport. Kebal, ouais, Kebal. Barco, ouais. En vrai, Barco, Metali. L'entrée de Metali, pour moi, elle change beaucoup de choses. Donc, je vais le mettre aussi. On va le mettre, le petit Metali. Je suis bien d'accord avec vous. Je pense qu'on peut mettre Barco, ouais. Barco, ça a sa place dans ce système. Kebal, quelqu'un l'a dit, ouais, c'est vrai que Kebal, encore une fois, il y a toujours des différences qui sont possibles avec Louis.
Bah, Nuno, il rentre. En fait, les joueurs comme Nuno et Emerson, ils rentrent en fin de match. Alors que Metalli, tu vois, il fait 45 minutes pleines, quoi. Mais c'est vrai qu'Emerson, il met un doublé. Gouiri, ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a des joueurs qui font quand même des belles performances. Bah, je sais pas. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on récompense les entrées ou est-ce qu'on essaie de faire comme l'équipe, tu vois, vraiment le temps de jeu effectif. Après, je pense qu'on peut mettre. Tu sais quoi? On va mettre Emerson parce que quand même, ça reste un truc un petit peu fou, cette entrée à ce moment-là. Ouais, bah, en vrai, la défense centrale, j'ai bien aimé le Junior Diaz de Brest. Je pense qu'on va peut-être mettre Aguerd et Malang Sarr, hein. Je pense que Aguerd et Malang Sarr. Ah, c'est vrai que Sofiane Diop, il y a un doublé. Et dans ce contexte-là, c'est quand même pas mal. Alors, tu sais quoi? On va tenter une compo. Alors, Sofiane Diop est latéral droit pour le moment. Mais je vais réussir à trouver, vous en faites pas, une compo où je fais rentrer à peu près tout le monde dans son registre là. Ouais, c'est vrai que là, ça va être peut-être un peu compliqué, ambitieux, mais rien ne m'arrête et on va tenter de mettre tout le monde à sa place. Ça va pas être évident. Attends. Est-ce qu'il y a un système qui permette de mettre tout le monde dans les bonnes cases? Hop, tu vois, hop. On va dire que Metalli, hop, il peut jouer central comme ça, Kebal là. De toute façon, je pourrais pas faire mieux que ça, je pense. Mais bon, vous connaissez le système, tout ça. Bon, on est là pour le football. Du coup, la compo, les amis. El Gato Lopez au cage, Aguerd, Malang Sarr, Metalli en défense, Sofiane Diop, O'Reilly, Thomasson, Barco, ligne de 4, derrière Kebal, Panicelli et Emerson. C'est quand même pas mal du tout pour ce 11 de la journée. Prochaine journée, on rappelle qu'on part sur 2 semaines de trêve internationale Youpi. PSG Strasbourg le vendredi soir. Ensuite, Nice-Lyon à 17h. Oh, ça c'est pas mal ce Nice-Lyon là. Petite odeur du sang. Angers-Monaco. Marseille-Le Havre. Donc, ouais, il y a pas mal d'Européens qui enchaînent. Ensuite, dimanche 15h, ce petit Lens Paris FC. Pas mal du tout. Le Rennes-Auxerre. Le Toulouse-Metz. Le Lorient-Brest dans le Multi. Et un Nantes-LOSC magnifique à 20h45 pour boucler ça. Donc, ça va être sympathique. Ouais, Gouiri évidemment, super sub. Après, bah, vous connaissez, hein, on peut pas faire toujours entrer tout le monde. Mais voilà, je pense que le 11 se reflète. Rennes-Auxerre, j'aime bien aussi, vont-ils encore se saboter? Bah, qui va se saboter surtout? Ça va être la question entre ces deux équipes un petit peu malades, souffrantes. Merci à vous les amis d'avoir suivi ce nouveau débrief. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine au moment de l'équipe de France. Je crois que le premier match c'est vendredi contre l'Azerbaïdjan. Donc voilà, profitez bien, reposez-vous bien, faites plein de bonnes choses que vous ne pouvez pas faire en temps normal. Demain vous pouvez me retrouver sur hors-jeu, comme ça on parlera aussi des matchs européens avec notamment Liverpool, le Bayern, tout ça. Le Barça qu'on a pris 4 à Séville. Moi, je vous dis à très très vite. Passez une excellente soirée. Le replay sera évidemment dispo sur YouTube et également en podcast pour ceux qui veulent aller mettre des étoiles, me soutenir, tout ça. Vous régalez les potes et je vous dis à très vite. Salut les amis.